Voilà, au Cameroun, il n'est plus possible de se mouvoir, de se déplacer tout simplement pour aller d'un coin à un autre. Les difficultés des voies de circulation, que ce soit en zone urbaine ou en zone interurbaine, c'est un véritable serpent de mer, chemin de croix, chemin de combattants, on va le dire, alors même que nous nous proposons d'accueillir l'Afrique entière dans un peu moins de 2 ans. Ce jour doivent être installés les membres du comité d'organisation mis en place par Paul Biya en vue de cette CAN. Mais problème, c'est que les membres du comité, ou plutôt de ces experts-là qui doivent arriver pour inspecter notamment les sites du Cameroun, sont presque connus. Ce sera le cabinet Pricewaterhouse. On peut donc s'étonner qu'on soit pressé de mettre la charrue avant les bœufs. En attendant, on nous parle d'un budget qui explose. Il va falloir aller très vite, accélérer les choses. Et ce seront quelques 700 milliards de francs CFA qui devraient être mobilisés pour espérer réussir le pari de cette organisation-là et livrer les chantiers à temps. De toutes les façons, il y en a qui sont sceptiques. On verra bien ce que ça donnera. Bienvenue, c'est le Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision. Cette émission est d'utilité publique. Bienvenue, Charles Hamel. Bonjour. Bonjour, Sam Severango. Bonjour au ministre Ngale Bibé, qui jusqu'à présent n'a pas encore dit un mot. Alors que l'endon un mot. On doit payer combien pour l'APE? Est-ce que c'est obligé de donner 15 000 pour les banques? Dites quelque chose. En attendant, les prix concernant le manuel scolaire ont été homologués par le ministre du Commerce qui nous rassure de ce que ceci devrait être respecté sur l'ensemble du territoire. On le verra bien, Luc Magloire Bangatanga. Souvent ces occasions, les fins d'année, les rentrées scolaires, pour faire parler de lui sans prendre les bonnes mesures pour que tout ceci soit respecté sur le terrain. On vous accueille, Megui. Bonjour. Bonjour Sam Severa et bonjour à tous les téléspectateurs du Zénith. Écoutez, encore un plaisir d'être avec vous ce matin. On attend vos réactions nombreuses. Voilà. Bon Bengal, merci d'être là encore. Bonjour. Bonjour Sam Séverin. Moi, je salue la faillite de l'action du gouvernement en matière de développement local. Les élites de Bonéonde ici à Douala, troisième, n'ont pas n'attendent plus. Elles se sont organisées elles-mêmes pour penser le développement de leur quartier à Aquanord. Sinon, ils seront engloutis dans les eaux. Voilà. C'est à chacun de faire sa propre police aujourd'hui. Le désordre urbain accourt à Douala à tel point qu'il n'y a plus de policiers sur nos axes pour réguler la circulation. Les mototaxis dictent leurs lois. On a un État qui semble avoir foutu le camp. L'autorité de l'État aujourd'hui abandonnée à nous-mêmes, voilà, à l'image de ces populations de Bonéonda que vous évoquez. Mesdames, Messieurs, voici le Zénith qui commence avec l'histoire de tendance que nous accueillons tout de suite. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à Mamati. Mamati, tiens bon. Maman, laisse. C'est la vie. On va faire comment? Quand tu es marié, normalement, tu dois marcher selon ton mari. Mais ça dépend. Pas possible que l'homme soit un dictateur dans notre vie. Scandale! Au quartier Colinton. Qui connaît le quartier Colinton? Tu connais Colinton, Sam? C'est un village, Colinton. Ah, ok. J'ai cru que c'est un village. Quand tu arrives au marché, ne dors pas sinon. Tu pars tout droit. Tu traverses le marché Colinton. L'histoire s'est passée au quartier où il y a le marché Colinton. C'est Mamati qui est dans les problèmes avec son mari jusqu'à son mari. L'homme a dit que, ma chérie, tu fais ce que je demande et mes ordres ne se discutent pas. Ça a cru. Hier, monsieur rentre, il appelle sa femme. Elle me dit qu'elle était à la cuisine. Elle s'est précipitée pour voir ce que monsieur va manger avant de dormir. Oh, son mari a dit que non, laisse d'abord ce que tu veux faire là. Viens, je veux qu'on cause. Oh, rien que les causeries. Ça a cuit. Qu'elle vient, son mari lui dit, Martine, tellement il était dur de regard Sam. Martine, oui bébé. Dis-moi un peu, depuis combien de temps tu n'es pas allé rendre visite à maman à Ndungue? Parce que la mère de monsieur vient à Ndungue. C'est un gars de Ndungue, un monsieur de con. Le gars d'un con. Il dit à sa femme que je veux savoir combien de temps tu n'es pas allé rendre visite à ma mère. Elle dit, ouais, ben, seulement 6 mois, non, mais je l'appelle. La dernière fois, j'ai envoyé le paquet. Mais je l'ai appelé, ça fait 3 jours. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Hey, son mari est devenu fou. Que la mère de qui? Tu fais jusqu'à 6 mois. Tu ne peux pas voir ma mère en Ndungue. Celle qui a souffert pour moi, qui m'a payé les études, celle qui souffre pour moi jusqu'à aujourd'hui. Tu tapes toi tes 6 mois sans voir ma mère. Et quand je te parle, tu me dis, tu as fait le paquet. Tu as appelé, ça ne suffit pas. Par mois, tu dois aller chez ma mère au moins 3 à 4 fois.
Madame dit que papa, 3 à 4 fois comment? Même ma mère, même, il y a des moments où je passe même les 8 mois sans la voir, je l'appelle, c'est moi au téléphone. Il dit, il n'y a pas de débat. Ta mère pendant 1 an sans la voir, mais pour ma mère, il n'y a pas de débat à faire. Donc ça a pu de ce côté-là. Chère dame, cher monsieur, cher papa, chère petite soeur, on doit aller chez sa belle-mère combien de fois par an? Ou encore par mois? On va rendre visite à sa belle-mère combien de fois par an ou par mois? Si la belle-mère n'est pas malade, si elle n'est pas malade ou si elle est malade, vous avez la parole. Voilà, merci. Tendance, c'est une histoire qui va nous permettre de revisiter tous les aspects qui sont liés à l'amour d'une mère, l'amour pour notre mère, l'amour de la Bru pour sa belle-mère Bombok Bengan. Est-ce qu'il y a des degrés d'amour en termes de sentiments qu'on doit éprouver vis-à-vis de sa belle-mère ou alors vis-à-vis de sa propre mère quand on est un homme? Non, on ne peut pas poser le problème en termes arithmétiques. Il faudrait savoir que c'est cette maman qui a épousé sa fille. Ça veut dire qu'ils doivent être ensemble. Parce que tendance à demander à quelle fréquence est-ce que la belle-fille doit se rendre chez sa belle-mère. Quand vous posez, le problème sous cette forme, c'est mal poser le problème. Puisque la belle-mère doit vivre avec sa belle-fille, en principe. Maintenant, on peut comprendre qu'avec le modernisme, l'enfant est allé travailler en ville et que sa maman est restée au village. Maintenant, il instruit à son épouse d'aller régulièrement 2, 3, 4 fois par mois pour rendre visite à sa maman. Ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est que est-ce que la maman est souffrante? Est-ce que la maman est dans tel état? Est-ce que l'homme remarque que les relations entre sa maman et son épouse sont bien, à quel niveau? Donc, en réalité, il faut savoir que la femme en question, c'est elle qui est appelée à prendre tout ce que sa belle-mère va laisser. C'est-à-dire que lorsqu'on dit tout, c'est la belle-mère qui t'apprend les recoins de la maison. Donc c'est comme ça qu'on imagine les choses. Donc en réalité, votre mère biologique n'est plus votre mère. C'est votre belle-mère qui devient votre maman. Donc où on dit... Elle donne un petit nom à sa Bru, généralement. Tout à fait, puisque c'est elle qui l'a naissé. Donc en fait, moi je vois l'homme... Ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça de manière martiale, parce qu'il faut prendre ça dans le cas où l'homme voudrait qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'ait pas à résoudre un problème entre son épouse et sa maman. Vraiment qu'il y ait une communion entre les deux, de telle manière que quand maman ne sera pas là, mon épouse sache ce qui se passe, même ses plantations, même tout. C'est-à-dire que, mais on ne peut pas les apprendre en étant loin. Et alors, ou alors en faisant la comparaison entre votre propre maman et votre belle-mère. Alors, Megui, pour bien évoluer dans ce débat, on peut peut-être revenir sur la belle-mère elle-même, qui ne doit pas être une mégère non plus. C'est-à-dire, elle doit respecter le principe que définit Bombok Bengan, c'est-à-dire une très bonne femme qui confie les clés de la maison à sa Bru. Et là-dessus, ce n'est pas toujours le cas pour la plupart de nos belles mamans d'aujourd'hui. Mais pour cette histoire, moi je dis que normalement, le problème ne devrait même pas se poser si les choses se déroulent normalement au niveau des rapports entre la belle-fille et la belle-mère. Ce n'est pas à l'homme de venir imposer. S'il impose déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas à l'homme de venir imposer à sa femme combien de fois elle doit aller voir sa belle-mère. Non, il peut toujours lui rappeler que finalement, ça fait longtemps qu'il n'est plus parti. Rappeler, ce n'est pas imposer. Oui. Là, il est en train d'imposer et lui dire, tu dois aller 2 à 3 fois par mois. Parce qu'il a constaté quelques manquements. Bon, maintenant, je dis, il n'a pas à le faire parce que c'est des choses qui doivent se faire de façon spontanée. C'est-à-dire que si tu as ta belle-mère, en principe, normalement, tu dois lui rendre visite. Si vous n'êtes pas dans la même maison, vous pouvez être dans la même ville, tu dois lui rendre visite. Elle doit sentir, au même titre que tu rends visite à tes propres parents. Parce que quand tu te maries, normalement, ta famille, ta belle famille devient ta famille d'adoption. Mais ça, comme disait Bombok tout à l'heure, que ta mère biologique n'est plus ta mère. Elle a aussi ses belles-filles qui, en réalité, devraient l'entretenir. Non, ta mère biologique reste ta mère. Il faut qu'on arrête, ta mère biologique reste ta mère. Que tu le veuilles ou pas, c'est naturel. Maintenant... alors, Bombok voulait dire que vous devez porter un plus grand amour à la nouvelle maman que vous avez, qui est la mère de votre époux. C'est pas des choses qu'on commente. C'est naturel. Tu ne peux pas cesser d'aimer ta mère biologique. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que tu t'es marié. Tu vas aimer ta belle-mère. Tu dois aimer ta belle-mère comme ta mère. C'est pas le même mais amour. Tu ne peux pas cesser... Dites-nous alors que ça ne doit pas être au même titre que ta mère. Ce n'est pas ce que je dis.
Voilà. Parce que lui, il a dit que ta mère biologique n'est plus ta mère, c'est ta belle-mère qui est maintenant c'est une manière de dire, voilà. pour dire que lui aussi, elle aussi, elle a des garçons qui ont épousé, donc elle a aussi des belles filles. Donc compris dans ce sens, voilà, ça c'était juste une parenthèse. Maintenant, on a dans ce cas, il y a une belle-mère qui n'est pas dans la même ville que sa belle-fille. Elle est en Ndungue, je ne sais pas combien de kilomètres. En Konsamba. Voilà, en Konsamba. On sait très bien que c'est pas si proche que ça. C'est pas si proche que ça. En un mois, aller lui rendre visite 2 à 3 fois, avec les dangers liés à la route. Je dis même pour sa propre mère, pour ses propres parents, avec les occupations qu'on peut avoir. On parle d'une famille qui a des enfants. C'est quand même trop demander à cette femme-là. Si elle est en bon terme avec sa belle-mère, comme elle a dit à son mari, elle appelle constamment pour prendre des nouvelles, elle peut aller lui rendre visite, mais exiger que ce soit 3 fois dans le même mois. Prendre la route pour Konsamba, pour une comme moi qui est extrêmement peur de me retrouver sur les routes camerounaises, vraiment, pour que je voyage, il faut que ce soit un cas de force majeure. Donc vous y voyez une forme d'esclavagisme finalement Ce qu'on n'est peut pas- imposer à... je crois que finalement c'est- qui doit être au service de toute la famille. Je crois que justement, voilà, je crois que c'est avec- trop, je crois que c'est trop demandé quand même. C'est trop demandé. Et j'aimerais savoir si, parce qu'on peut très bien voir dans le sens inverse, le mari qui exige là, est-ce qu'il va même dans la même ville? Il est sûr qu'il va rendre visite à sa belle-mère une fois par semaine ou une fois les 2 semaines, je ne suis pas sûr. Donc, les Merci parents, beaucoup. chaque parent a sa valeur. Donc, On revient à vous, Megui, on prend la version de Charles Armel sur cette question-là. On parle bien d'une femme qui accepte de rester d'abord chez elle, hein, parce qu'il y a aussi des belles mamans qui viennent élire domicile dans la maison de leur enfant. Ce n'est pas le cas pour cette maman, si j'ai bien compris. Non, 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 Elle elle reste chez au elle. village, mais son fils exige que sa femme puisse aller visiter sa maman Constamment. de façon systématique. Charles Armel Bachou, comment vous appréhendez cette problématique? Alors, il faut dire que la pyramide affective ou la pyramide sentimentale se construit au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître. Ce qui veut dire que lorsque vous rencontrez une femme, le sentiment est grand. Plus vous passez du temps, il s'amenuise jusqu'à atteindre la perfection ou sur le summum. Ou alors il se déconstruit progressivement. Lorsque vous n'avez pas su accepter les défauts de l'autre, accepter véritablement, parce que la première chose qu'on cherche chez l'autre, c'est les qualités. Or, la première, c'est qu'il faudrait déjà connaître les défauts. L'autre chose, c'est que l'homme a tendance à se confier à sa mère. La fille a tendance à se confier chez son père. Les douleurs qu'éprouve le garçon, il les reverse chez sa maman. Lorsque j'entends un peu ce qui est dit par Megui, ça me frustre un peu. Je m'amène à m'interroger. Vous êtes libre. Parce que, oui, c'est dans cette liberté que je m'exprime, Voilà. Megui. C'est dans cette liberté, vous permettez. Parce que l'homme qui demande à cette femme, à sa femme d'aller voir sa maman, certainement a échangé sur de nombreux aspects avec sa maman. C'est sûr que ma femme ne prépare pas bien. C'est sûr qu'elle a des difficultés. C'est sûr qu'elle a X, elle a Y. L'homme souhaiterait que la maman à l'école. non, oui, que sa maman, lui, par des techniques qui lui sont propres, essaie peut-être de l'amener. C'est une phase qu'on peut dire. L'homme peut, si je dis à ma femme qu'elle ne sait pas faire l'amour, ça peut la brutaliser. Alors l'homme va se plaindre en disant vraiment, ma femme n'est pas prête pour moi à tout moment. La maman, lorsqu'elle va recevoir, lorsqu'elle reçoit la fille, elle va lui dire, attends, ça se passe comment avec mon fils? Mon fils, quand il était jeune, il aimait bien, il aimait ci, il aimait ça. C'est la maman qui galvanise et qui prédispose la fille. Pour ceux qui ne parlent pas, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Il y a des gens dans la vie qui veulent faire et qui font, et il y a des gens qui ont envie de faire, qui n'ont pas la possibilité, qui passent par d'autres personnes, et des gens qui ont envie de faire, ils n'ont pas la force ni la niaque possible, ils se taisent et ils assument. Donc pour dire que ça peut être la première voie. La maman, il veut que sa femme rentre voir sa maman, pour que sa maman la remodèle. Ça peut être que l'assistance, il se rend compte qu'il y a un détachement, ou alors c'est les plaintes de la maman. La maman se plaint auprès de son fils en disant, mais attends, ta femme, je ne la vois pas. mais pourquoi vous imaginez des choses qui ne sont pas contrôlées? C'est une histoire, mais c'est une histoire qu'on a racontée. Allez-y, Megui, vous qui maîtrisez, allez-y. Non, allez, Charles Armel. Non, je dis allez-y, parce que c'est une histoire qu'on nous a racontée. Nous sommes en train d'élaborer des pistes. Quelles sont les pistes? Tout à fait. La maman peut s'être plainte qu'elle ne voit pas sa fille. Charles Armel. La femme peut mentir qu'elle appelle sa maman Ah, c'est tout le ça. temps, alors que ce n'est pas ça. Alors, tendance à nous recadrer un peu. oui. Quand l'homme dit,
d'après ce que Chalamel dit, oui, quand l'homme peut dire que sa femme ne connaît pas faire l'amour, il a J'ai pris des exemples. Donc c'est la mère qui doit apprendre. Tu dois faire l'amour à ton gars. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Si, moi je vais dire, si je suis avec un homme comme ça, papa, pardon, si mon âge a sonné, dis-moi, je te libère. Parce que tu ne peux pas m'imposer que je vais aller chez ta mère 3 à 4 fois par mois. C'est que tu veux, maman. Pourquoi tu veux s'aimer la zizanie entre ta mère et moi? Est-ce que l'esprit... Est-ce qu'on est sûr que ce monsieur a vraiment demandé que ce soit 3-4 fois? Parce que il faut le dire. Pour pouvoir atteindre le minimum, il faut à des moments exagérer. Quand il demande 3 à 4 fois, c'est impossible. Parce qu'il faudrait, ça demande un capital financier. Il faut qu'il mette les finances à disposition. Un homme peut donner un. Si elle va, c'est pas pour un jour, c'est pas un aller-retour. Elle va certainement pour passer un week-end ou alors 3 ou 4 jours. Donc forcément, il veut créer le fait pour que la femme lui dise... Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que quand vous épousez quelqu'un, toute votre vie, c'est dans son village? Vous devenez la femme de ces villages-là, y compris mais de tous les Sévérin, il faut pas faire d'amalgame. Je n'ai jamais je n'ai jamais dit, je ne sais pas en quoi mes propos frustrent Charles Armel, parce que lui-même, il retombe encore dans ce que je suis en train de dire, que ce monsieur a exagéré en parlant de 2 à 3 fois par mois une visite des visites à rendre à sa mère qui se trouve en Ndungé alors qu'ils sont à Douala. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit, que normalement, ça ne devrait pas poser un problème. On ne doit pas imposer à une femme d'aller rendre visite à sa belle-mère, parce que c'est des choses qu'on doit faire de façon spontanée. C'est normal. Mais maintenant, je me suis insurgée contre le fait qu'il ne peut pas demander ceci à une femme qui doit prendre la route pour qu'on s'en bat 3 fois par mois. Je dis, c'est trop lui demander. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez finalement? En principe, quand on vous épouse, oui, vous devenez un membre à part entière. C'est ce qui devrait se faire. Vous devenez un membre à part. C'est ça la norme, pas ce qui devrait se faire. Vraiment, c'est... Non, ça veut dire que c'est ce qui devrait se faire. Parce que quand je dis devrait se faire, parce que ça ne se fait pas toujours, ça ne s'observe pas. Il y a encore des femmes qui sont mariées, mais qui sont considérées comme des étrangères dans leur belle famille. Ou alors qui aiment beaucoup plus passer le temps dans leur propre village. Mais regardez, vous m'avez posé une question. Vous avez demandé si, quand on vous épouse, vous faites partie, vous devez faire partie de la belle famille. Je dis oui, c'est ce qui devrait se faire. Parce que je dis devrait parce que ce n'est pas toujours ce qui est observé. Soit il y a des femmes qui sont réticentes à cela, qui continuent à rester très conservatrices, c'est-à-dire dans leur propre famille. Soit il y a des femmes qui veulent bien s'intégrer dans cette belle famille, mais qui ne sont pas reçues comme il se devrait. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Maintenant, je crois que ce monsieur, pour arranger le problème, étant donné qu'on a une famille avec des enfants dont il faut s'occuper, la maman, si elle est seule en Ndungé, s'il veut vraiment que sa maman soit proche de sa femme, pour éviter les désagréments à cette femme qui a des enfants dont elle doit s'occuper et prendre la route tout le temps, il peut par exemple faire venir sa mère pour un mois et tout. Bon, je crois que la femme doit d'abord mettre dans sa tête qu'elle va devenir membre à part entière de la famille de son époux. Bon, déjà même lorsque vous rencontrez la femme, il faut d'abord voir ses attitudes. Si elle ne commence pas à demander les nouvelles de votre maman avant même que vous ne soyez mariés, on peut déjà, c'est à ce moment-là qu'on détecte si la femme est encline à supporter sa belle famille ou pas. Absolument, Sam. Je vous pose le problème d'une autre manière. Lorsque le prêtre vous dit il faut causer avec votre mari à 5 h du matin, le prêtre n'a pas de femme. Mais c'est parce que, comme vous avez dit, c'est la norme. C'est la norme. On cherche, comment je vais dire, l'harmonie dans la vie du couple. Je dis bien la même chose qui se fait comme vous avez relevé tout à l'heure. Lorsqu'une fille veut aller en mariage, elle doit intégrer le mariage. Elle doit commencer à enlever son comportement personnel. À dire que, mais ma maman sera où dans tout ça? Non, quand vous posez le problème comme ça veut dire qu'en fait, vous ne posez pas le problème en termes de mariage. Vous allez être adopté dans une autre famille. De la même manière que vos frères devraient vous remplacer, si je puisse m'exprimer ainsi, vous remplacer chez vous. C'est-à-dire que vous aurez déjà quelqu'un qui entretiendra votre maman. Mais ça n'enlève pas le lien biologique. Non, pas du tout. Et c'est ça qui amène plus grave encore. Ça veut dire que nous qui épousons, vous n'avez pas le droit, quoi qu'il arrive, de chasser votre beau-frère de la maison. Votre beau-frère ou votre belle-sœur. Ça ne se fait pas. Quand vous pour revenir dans les normes. Mais bon. Ça, c'est quelle norme qui le stipule? Ça, c'est les normes africaines. C'est les normes de la tradition africaine. Donc, je veux dire ceci. C'est la maman
qui transmet les clés, pas à sa propre fille qui est allée en mariage quelque part. Même si sa fille n'est même pas allée en mariage, ce n'est pas sa fille biologique qui hérite de ses biens dans nos normes. C'est sa belle-fille qui hérite. Donc en fait, moi par exemple, pour prendre mon cas, c'est de manière systématique, on n'en discute pas. Depuis mes 25 ans de mariage, tous les mois de juillet, août, mon épouse et les enfants vont à Sakbaïmi. On n'en discute pas. Même ça, on n'en discute pas. Maintenant, le reste du temps, les congés de Noël, de Pâques, ils peuvent aller. Voilà. Je veux dire, ils doivent aller. Ils doivent, c'est systématique. Mais ça me regarde. Et ça dépend de la propre volonté de la femme. Parce que c'est la femme qui est... Voilà, puisque c'est un mille long, comme disait Charles Lamel tout à l'heure, je vais terminer par là. C'est-à-dire qu'une complicité est née entre ma maman et mon épouse, au point où ça m'embarrasse, mais mon papa et moi, bon, comme c'est entre elles, c'est bon. On se dit, c'est l'harmonie, et déjà, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on ne regarde plus les détails et autres. Voilà, c'est comme ça qu'on laisse. Et je pense que c'est ce que voudrait ce garçon. Voilà. Ça dépend de la belle-mère qui est en face de toi. Si tu as une belle-mère qui ne t'aime pas, tu vas aller là-bas que vous allez causer quoi. Vous savez ce que ça fait quand tu pars chez une femme qui a ton foléré? Non, elle vous montre tu as une belle-mère qui ne t'aime pas, tu fais comment? Parce que tu veux sauver ton mariage, tu arrives chez une belle-mère, tu regardes, bonne arrivée. Elle regarde les enfants, elle ne joue même pas avec eux, elle joue qu'avec les enfants. C'est frustrant. Tu ne peux pas venir m'imposer. Si je ne m'entends pas avec ta mère, tu vas m'imposer d'aller chez vous chaque jour. Non. Tout est fonction aussi des rapports entre les deux. Je te dis, si une belle-mère s'améliore, me déteste, moi aussi, ça va me frustrer d'aller chez elle. Non, c'est un gars de permettre. C'est un mot fort. Ce n'est pas un mot fort. Bon, Détester. je dois m'exprimer, c'est mon point de vue. Oui, si tu as une belle-mère qui est là, qui te sabote à son fils, non, pourquoi la femme là, je ne la veux pas à côté de moi, et que le fils insiste que tu ailles là-bas avec tes enfants, ou même seul. Quand tu vas arriver, elle va te dire, quand elle ne va rien te dire, elle prend son côté, tu prends ton côté, c'est frustrant. Non, une réunion de famille, une belle-mère me frustre. Non, je ne vais pas chez elle. Charles Lamel, je suis une maman. Oui. Comme tu me détestes là, si de on a compris, ma mère te déteste, toi, mon mari, tu vas être comment? On aborde là la question. J'ai une belle-mère qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Allez-y, continue alors. Parce que je suis l'enfant de quelqu'un. Parce qu'il y a les belles-mères qui aiment souvent Mimba que je ne veux pas. Si mon mari arrêtez maintenant, continue. Si mon mari aussi, ma mère n'aime pas comment. La question des rapports difficiles entre les belles-mères et leurs brus ressort dans cette histoire à nouveau. Parce qu'elle fait bien de le remarquer. Oui. Il s'agit aussi de savoir l'attitude de ces mamans, de nos mamans, vis-à-vis de nos femmes aussi. Alors moi, je veux dire quelque chose qui va peut-être surprendre tout le monde, mais je dis c'est généralement la femme qui détermine la nature de ce qui sera de sa vie. C'est discutable. Alors là, ça ne me surprend pas. C'est la femme qui détermine. Pourquoi je le dis? Oui, allez-y. Tout de go, lorsqu'on amène une fille dans une famille, on ne la déteste pas. Qui ne la déteste pas. Personne ne la déteste. Je dis, dès qu'on présente une femme, on ne la déteste pas. On ne la connaissait pas. Puisqu'on ne la connaît pas. C'est faux. On l'observe. Bon, alors laissez-le terminer. Oui. Donc au départ, ça commence à se dégrader. Je dis bien, la pyramide affective se construit. Je dis, ça se construit. Lorsqu'on se rencontre, je rencontre la belle famille me rencontre. Je vais discuter, la femme va discuter avec la maman. La maman l'accueille. Lorsque la maman l'accueille, généralement c'est pas au salon, c'est à la cuisine. Quand elle s'assied pour causer, la maman commence à observer la fille. Soit la fille, la maman en train de cuisiner, elle observe, elle cherche à voir, est-ce que la fille va prendre l'ail? Est-ce qu'elle va prendre l'oignon? Elle observe la fille. Est-ce que la fille va l'aider à laver les assiettes? Est-ce que la fille, il y a des tests. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont subi ce qu'on appelle un lavage de cerveau à telle enseigne que lorsqu'elle arrive, elle peut s'asseoir. C'est là où commence la première relation avec la mère. La deuxième relation, c'est dans la volonté pour la jeune fille d'épouser la famille. Ça commence par la langue. Il y a des filles qui sont mariées qui ne causent pas la langue de leur mari. La mère fait tout pour apprendre à la jeune fille à causer la langue. La fille se cantonne et la mère se rend compte que la fille est en train plutôt d'enseigner sa langue aux enfants que celle de son mari. Pourtant, c'est par là que la femme devait commencer. Alors, ça commence à se déconstruire à ce niveau où la mère dit attention. Cette femme qui est en train d'arriver, c'est plutôt sa langue qu'elle cause et non la tienne. Pourquoi ta femme ne cause pas notre langue? Je t'avais déjà dit qu'elle allait prendre des femmes qui viennent d'ailleurs. C'est là où les idées préconçues commencent à sortir. Alors, finalement, quelle est donc la place de la belle-mère dans un couple qui se La place de la belle, c'est celle d'accueillir la belle-fille, et d'imposer ses règles. Non, c'est pas d'imposer. Mais c'est ce qui arrive. C'est d'orienter la jeune fille. L'homme qui vient poser la question à sa femme, depuis combien de temps tu n'as pas vu? Suivez bien la question, depuis combien de temps tu n'as pas vu ma mère?
Vous ne vous imaginez pas qu'il a déjà passé un bon temps? Il y a un effet qu'il recherche. Il faudrait que tu ailles voir ma mère. Est-ce que c'est l'homme qui devrait dire à la femme que va voir ma mère? Alors, cette question me gêne beaucoup. Vous savez, peut-être parce que moi j'ai des filles et qu'elles ont vocation à aller en mariage. Je ne souhaite pas voir ma fille aller épouser, embrasser toute une famille alors qu'elle a choisi son amoureux. Parce que c'est aussi quelque chose de difficile d'imposer tout ce poids-là à nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, finalement. Parce que tendance a raison. Il y a des belles mamans, j'en connais, qui sont des légères. Impossible. Belle maman, elle te voit comme ça, là, elle te dit, vois comment elle est habillée, c'est sûr que c'est l'argent de mon fils. Même si c'est l'argent de ton fils, c'est pas moi qui encaisse. C'est moi qui encaisse. Je veux vous oublier, c'est que la femme recherche l'homme qui est à l'image de son père et l'homme cherche la femme qui est à l'image de sa mère. Et non le contraire. Et non le contraire. Vous allez vous rendre compte que dans une famille où la mère est brune, observez tous les garçons, tous les filles que le garçon cherche dehors sont des filles en majeure partie. Il peut y avoir des exceptions près, mais en majeure partie, c'est les mêmes. Qu'on me dise ici que quand une femme se marie, c'est elle qui donne la tendance, c'est-à-dire que le climat qui doit régner entre elle et sa belle famille, c'est elle qui donne. Je dis que c'est extrêmement discutable parce que quand une femme se marie, toutes les femmes qui me regardent peuvent l'attester. Généralement, si elle aime son mari, elle veut de prime abord que les rapports entre elle et sa belle famille soient bons. Quand elle arrive, vous voyez, elle est très gentille, mais parfois, vous arrivez, vous trouvez une belle famille qui est extrêmement réticente, de par... Oh, c'est une fille quoi? C'est une fille quoi? Pourquoi si c'est le gars qui est d'une certaine ethnie, pourquoi tu n'as pas pris une fille de chez nous? Voilà souvent où le bas blesse. Oh, pourquoi la fille est comme ça? C'est sûr qu'elle en veut à ton argent. Pourquoi elle est tressée comme ça là? Pourquoi elle est coiffée comme ça? Souvent ça part sur des petites choses et ça crée des conflits. La fille se retrouve... Il y a des filles aussi qui veulent phagocyter leur mari. Non, je ne suis pas en train de dédouaner. Je ne suis pas en train de dédouaner. Je réponds à Charles Hamel qui a été catégorique en disant que c'est la femme qui, je ne dédouane pas, il y a des filles qui sont aussi, qui ne sont pas très qui sont avariables. Non, je suis d'accord, et ça je ne l'admets pas. Mais généralement, quand vous avez une belle-mère, parce qu'il y en a qui sont extrêmement, c'est-à-dire des mégères qui sont insupportables. Wow. Pour elle, elle a son fils, c'est elle qui doit venir déterminer comment ça va se passer dans votre foyer. Quand elle arrive, parce qu'elle est chez son fils, elle entre dans la cuisine, elle ouvre les mamies. Tu as préparé quoi comme ça là? Pourquoi tu prépares comme ça? Pourquoi ta femme, quand elle prépare, elle coupe la viande gros comme ça? Pourquoi votre chambre est comme ça? Pourquoi machin? Pourquoi? C'est-à-dire qu'elle te met mal à l'aise. Est-ce que vous acceptez que votre belle-maman accède à votre cuisine, Meggy? Oui. Oui. Okay. Pourquoi pas? Très bien. Bon, vous terminez, on sort du sujet, oui. Oui, je prends un cas pour répondre à tout ce qui s'est passé. Elle est aujourd'hui décédée, paix à son âme, Madame Bergérine Diké. Une Française qui épouse un chef traditionnel Bamileke. Qu'est-ce qu'elle a donné comme, je veux dire, comme message? Elle a parlé dans la presse écrite, radio, télévision. Elle a laissé des testaments. Pour vous dire, la première chose, c'est ce que disait Charles Hamel. Elle aurait pu rentrer en Europe parce qu'elle était repoussée. Mais elle a dit non, j'ai aimé une tribu. J'ai aimé quelqu'un qui appartient à une tribu, qui est même polygame. Or, elle était européenne. C'est-à-dire que... Ça, c'est des cas isolés aussi. Hein. Non, c'est comme ça que ça devrait être. Maintenant, lorsque nous avons... J'ai dit la grille de lecture, c'est quand votre fille ira en mariage, ce n'est pas elle qui va parler, Sam. C'est vous qui allez parler. Et allez parler avec le père de celui qui vient épouser votre fille. Donc c'est vous. Ça veut dire quoi? Vous voulez voir en ce monsieur qui vient prendre votre fille pour donner à son fils. Quel genre de famille il fait? C'est qu'il faut ménager les filles aussi. Absolument non. Cessez d'être l'observateur parce que vous défendez les intérêts de vos futures filles qui vont aller en mariage. Essayez de voir, essayez de vous détacher un peu en disant ça. Une fille qui va désormais dans une famille. C'est là où elle va vivre, Sam Sévérin. C'est là où elle va passer le clair de son temps. Elle va se déplacer quoi dans ce village? L'homme va construire.
à des moments, il ne pourra pas se déplacer pour aller au village. Les messages sur le sujet. Ça m'est libre de le faire beaucoup. parce que moi-même qui parle ainsi des filles, moi, à majorité, j'ai des garçons. Donc, c'est pour vous dire. Voilà, c'est ça. En quelques messages sur ce sujet-là, Voilà. avant de prendre la Célébrer colère. vos enfants. Célébrer là. Oui, Mais oui, je les célèbre. Je sais bien. oui. Qu'en pensent les téléspectateurs sur ce sujet? Pardon, excusez-moi. Voilà un homme qui exige 3 à 4 jours à sa femme, 3 à 4 visites à sa femme par mois pour aller rendre visite à sa mère, ne l'aime pas. Il Il n'aime pas sa il femme, n'aime c'est pas sa ça? femme ou bien n'aime pas sa N'aime maman. pas sa femme. Ok, très bien. D'accord. Autre message? Oui. Le mariage est un sacrifice et avec la sagesse, ne pas s'attarder sur les ondes, surtout être humble et supporter la vie avec les autres, ce n'est pas facile. Absolument. Bon, voilà, mademoiselle Victoire de Yaoundé, c'est pas obligé qu'une femme aille voir sa belle-mère 3 à 4 fois, surtout lorsqu'elle est très loin, il y a des accidents sur la route, et si elle est dans la même ville, on peut dire oui, on peut partir même 4 à 5 fois par mois, on peut envoyer les enfants passer même des vacances et des congés. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut imposer la même contrainte aussi à l'homme, au mari, pour qu'il aille de temps en temps voir aussi? Non, mais justement, sa belle maman? pour eux, ils Oui, font comme ils veulent, je quoi. vous Oui, dis bon, ceci. Comme si les Dans parents de la notre- fille, Dans notre tradition, lorsque votre belle-mère tombe malade, en réalité, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire, vous pouvez même dire à son fils qui a là-bas dit que non, ma belle-mère se soigne sur moi. C'est comme ça que ça se faisait. Ouais. En réalité, J'appuie oui, mais même c'est comme Bamba ça. pour dire que la dot ne finit que lorsqu'on a enterré Voilà. sa belle-mère. Absolument. Dans la tradition, la dot ne finit que lorsque vous avez enterré votre belle-mère. Tant que vous ne l'avez pas enterrée, tout ce qui la concerne continue toujours à C'est bien. être. Sauf que nous nous adressons au monde entier et que nous n'avons pas que des traditionalistes comme téléspectateurs. Il y a aussi ceux qui sont dans la mondialisation aujourd'hui et qui sont plutôt dans des logiques qui prônent les familles restreintes aujourd'hui. Parce que vous savez, en Occident, à partir de 3 enfants, ça fait déjà famille nombreuse. Et la famille africaine qui est galvaudée ici, dont le terme est galvaudé, n'est pas toujours bien admise là-bas en Occident. On va revenir sur ce sujet, sauf si vous avez un dernier message avant de passer à la colère de Charles Hamel. Il y a des réactions. Oui, voilà. Donc, ce gens ne font message, qu'appeler, oui, on oui. appelle ça C'est Voilà, ça. c'est pas SMS uniquement, donc sur votre participation. On prend donc la colère du jour qui parle plutôt de la question des prix. Voilà. Je m'interroge ce jour sur la question des contrôleurs de prix dans les marchés de nos principales villes. Qui est contrôleur, qui ne l'est pas? Qui contrôle quoi? Quand, où, comment et à quelle heure? Autant d'interrogations qui se posent ou que se posent nos commerçants aujourd'hui. Comment reconnaître un faux d'un vrai contrôleur de prix car tous ont des badges? Comment reconnaître un employé actif d'un retraité? Comment comprendre qu'il y a plus de contrôleurs de prix dans les marchés qu'il n'en existe dans les délégations régionales? Comment comprendre le fait que les descentes des arnaqueurs dans les marchés soient sanctionnées par un ordre de mission dûment signé par les responsables en charge? Comment ont-ils fait pour avoir les cachets, les signatures, les en-têtes? Point d'interrogation. Dans tous les cas qui profitent des crimes. À quoi sert la brigade provinciale, régionale, départementale et tout ce que vous voulez, des contrôles et de la répression des fraudes? Comment comprendre que de nombreux fonctionnaires censés lutter contre la hausse des prix dans nos marchés soient passés maîtres dans l'art du chantage pour mieux arnaquer les commerçants, au point de susciter chez des escrocs la vocation de faux contrôleurs de prix? Comment comprendre que le vrai faux contrôleur de prix passe 1 à 4 fois l'an? Comment comprendre que certains éléments des forces de maintien de l'ordre soient dans le camp des corrompus? Comment comprendre que le fait qu'au lieu de combattre la vie chère, ils préfèrent se remplir les poches? Ils défilent, passent et repassent, demandent tout, demandent les prix. Pourquoi les prix ne sont pas affichés? Demandent tous les documents, hygiène et salubrité, demandent les impôts. Pourtant, ce n'est pas de leur devoir. Comment comprendre que les soi-disant contrôleurs de prix ne viennent dans les marchés que pour créer des motifs et stocker illégalement de l'argent aux commerçants? Jamais on ne reverse dans les caisses
les sanctions sont payées sur place et par ces arnaqueurs, comment sont-ils donc ignorés des vrais si ce sont les faux? Et comment les faux réussissent à évoluer quand les vrais et les faux se retrouvent dans le même marché? Voilà, en matière de contrôle des prix, il va peut-être falloir, Mbombo, que vous nous précisiez quelle est l'administration qui doit normalement être au centre de l'opération. C'est le ministère du Commerce. C'est le ministère du Commerce qui a la charge du contrôle, qui a la brigade. Alors, comment les agents de contrôle sont-ils choisis finalement? Mais, en fait, d'après les textes, sont choisis par leur moralité. Parce qu'on devrait, même lorsque vous êtes recruté au ministère, on ne vous devrait pas vous affecter n'importe comment. Il y en a qui relèvent d'un institut qu'on appelle la comptabilité matière. On vous emmène là-bas et ceux qui ont flirté un peu avec les cours comment vous appelez ça, d'informatique ou de comptabilité à l'école, on vous fait des tests avant de vous affecter dans les brigades de contrôle des prix. Voilà, mais ça consiste en quoi l'opération? Si on doit les envoyer dans nos marchés, c'est pour qu'il y ait respect de quoi exactement? Pratiquement, comment ça se passe? De respect des normes. Normes, par exemple, quoi? Il y a des prix qui sont homologués pour des marchandises qu'on ne pèse pas. On vous dit par exemple que les cahiers de 200 pages devraient coûter 150 francs, les livres de tel, ou bien, comment je veux dire, l'huile, voilà, l'huile végétale, 1 kilo devrait coûter tant. Maintenant, pour les marchandises dont on pèse, on vous dit par exemple 1 kilo de viande devrait coûter tant, et 1 kilo de poisson devrait coûter tant. Ils viennent donc, vous regardez si les balances ne sont pas truqués et si effectivement les kilos dont leur prix est, comment je vais dire, est homologué, le prix homologué est bien appliqué. Voilà, on donne la parole à l'une des ménagères sur le plateau parce que quand vous allez au marché, tendance, c'est le grand frère. Voilà, en réalité beaucoup de choses sont truquées là-bas. Le maquereau même Oya, on ne voit plus. Le Oya même qu'on voit, c'est le Oya chinois. Ça n'a pas le bon goût. Quand vous mangez ça, non, ça fait c'est même pas bon. Ça ne rit pas. Quand ils vont aller aux machines ou des deux, tu vas voir le maquereau Oya, alors qu'avant, il y a deux types de Oya. Il y a le Oya blanc et le Oya noir. Mais le Oya noir est bon, mais race des temps jusqu'à. Tout est devenu cher. C'est que maintenant, je me jette moi que sur la peau. Que même faire la barre à la fête, j'achète la peau. Parce que la peau varie selon le prix. Il y a la peau de 100 francs à mon temps. Qui prend la peau de 500 francs, j'ai divisé un peu, petit. Qui partage, je donne deux morceaux. On dit que maman m'a donné 2 morceaux de viande. Alors que je dis que le jonglage, c'est fort. Si tu veux vraiment manger le bon poisson, tu ne vas pas t'en sortir. On te vend 3 petits maquereaux comme ça à colo. Et tu discutes même, on te dit assaut. Si tu es venu faire le docteur, pardon, tu circules. Donc on ne peut pas faire le marché sans discuter. Donc, c'est rare dans nos marchés. Le panier de la ménagère souffre d'une maladie. Il faut les médicaments. Quand il parle comme ça, je sais de quoi je parle. Ça veut dire que le contrôle des prix ici, vraiment, c'est quelque chose de... Il contrôle même pourquoi. C'est une coquille vide de maigri, finalement, les commerçants. Bon, la faute, c'est aux commerçants, essentiellement. La faute, c'est aux commerçants, en même temps, et c'est vraiment au second degré, hein, mais la véritable faute, c'est au ministère du Commerce qui, normalement, devrait mettre des mesures en place pour véritablement contrôler ce qui est fait dans nos marchés, même dans les supermarchés. Parce que parler aujourd'hui d'un contrôle de prix, je pense que c'est exagéré parce que ça n'existe réellement pas. Vous allez remarquer quand vous faites... Comment ça n'existe pas? Les contrôleurs, comment se comportent-ils? Non, parce que c'est miné par la corruption. Vous savez, la corruption revient toujours. La corruption revient toujours. Le contrôleur, quand il voit même que ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, mais on sait comment ça se passe. Écoute, fermez les yeux, on lui glisse quelque chose. S'il fait la même chose, c'est des gars qui ont beaucoup d'argent. Il fait la même chose chez 20 personnes dans la même journée. Imaginez avec... Et puis le reste, il s'en fout. Le reste, il s'en fout. Vous n'avez qu'à aller dans un marché. Vous allez remarquer que le tas de tomates que vous allez trouver ici à 500 francs, vous vous déplacez, vous allez juste à côté, ce n'est plus la même chose. Non seulement en termes de fruits, en termes de prix, celui-ci va vous vendre un tas de 4 tomates à 500 francs. Vraiment, la tomate est chère. Hein. Le cajot de tomates coûte maintenant tel prix. L'autre, vous allez remarquer qu'il vous fait 8 tomates à 500 francs. Et maintenant, c'est embarrassant parce que vous ne savez pas où est-ce que chacun se procure cette tomate. Il y en a qui ont des plantations, il y en a qui sont des revendeurs, ce qu'on appelle généralement des bayam selam. C'est-à-dire qu'ils achètent pour revendre.
Et à cause de ça, ils vendent un peu plus cher que ceux qui ont des... Maintenant, vous allez remarquer aussi que dans les marchés où on est censé acheter des choses à moindre prix par rapport aux grandes surfaces, il y a des marchandises qui coûtent moins cher dans les supermarchés que dans les marchés. Vous allez voir parfois l'huile qu'on utilise pour la cuisine. Dans certaines grandes surfaces, vous retrouvez 1 litre à 1000 francs, alors que dans les marchés, c'est 1200. Souvent, c'est un peu moins cher dans les marchés et c'est plus cher dans les boutiques, dans les quartiers. Donc, on se demande bien comment ça se passe. Est-ce que c'est de façon arbitraire que chacun se lève pour fixer son prix, selon que, oui, je suis Bayam Selam, selon qu'il est grossiste, selon qu'on ne sait pas comment les prix sont fixés. Mais dans le même marché, les mêmes marchandises n'ont pas les mêmes prix. C'est une réalité. Même dans les pharmacies, Sam, Oui. on te prescrit un médicament, peut-être de l'enfant, 6 800 francs. Tu arrives dans l'autre pharmacie, on te dit, madame, c'est 8 600 On en a même parlé avec Charles Armel. Ça, là. Pour ce qui est Voilà, des pharmacies. Charles Abel, finalement, le ministère du Commerce ne fait pas son boulot, c'est ce que Megui a dit tout à l'heure. Maintenant, sur la politique même des prix, moi j'ai envie de vous demander sur quelle base est-ce que ces prix sont-ils fixés. Par exemple, sur le livre scolaire, on vient d'en donner encore l'homologation des prix, mais on a des livres qui coûtent 7 à 8 000, voire plus de 10 000 francs, un seul livre finalement. Ça, M. Vérin, on va dire qu'ils ont, le ministre, c'est sur des calculs bien précis, et je crois qu'ils ne s'éloignent généralement pas du SMIC, dont on essaye de calculer en fonction du SMIC pour essayer de voir si un monsieur a 2 enfants qui fréquente, on va sur la base d'1 ou 2 enfants, il peut au moins assurer le strict minimum à ces différents enfants. Au centre de Vérin, nous avons 4 cimenteries. D'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun, le prix du ciment varie, suivant que vous soyez à Bonabéry ou à Yassa. Le prix du ciment varie. Point d'interrogation. Vous avez dans cette même délégation ce qu'on appelle des stagiaires. Des gars qu'on recrute comme des stagiaires, à qui on donne des badges, qui descendent dans les marchés travailler, qui vont bosser pendant des mois. Lorsqu'on ne les paye pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Ils créent une organisation mafieuse, reviennent dans les mêmes marchés avec les mêmes badges, parce qu'étant reconnus par les mêmes acteurs, on se retrouve à les payer en disant, voilà, au lieu que ça arrive chez le patron, est mieux, on finit ici avec toi. Comment font-ils pour avoir les ordres de mission? Parce qu'ils présentent des ordres de mission dûment signés avec des cachets. Comment réussissent-ils à avoir ces différents cachets s'il n'y a pas des infiltrations au sein même de la maison? N'oubliez pas qu'on dit le verre pourri de l'intérieur. C'est de l'intérieur justement que toutes ces grosses mascarades est organisée. Ils descendent dans les marchés, les commerçants. On a 4 passages par an. 4 passages et parfois plus de ces différents faux arnaques. On est venu contrôler et c'est le gaz et ceci. Vous avez le prix de la boisson, de la bière. On connaît le prix de la bière. Mais est-ce que c'est ce le prix pratiqué dans les différents bars? Lorsque vous arrivez ici, c'est 700. Ici, là, c'est 800. Là-bas, c'est 1000 francs. Lorsque vous arrivez ici, c'est 700. Ici, là, c'est 800. Là-bas, c'est 1000 francs. Et toutes ces données ne vérifient plus. Sur les tôles également, oui, absolument. 3700, 3800, 3500, 4000 par ailleurs. 4200. Alors pour le ciment, revenons sur le ciment. C'est important, vous avez les cimenteries, vous avez Dangote, vous avez Cima, vous avez Cimencan. McDem, c'est quoi? Ça vient? C'est le dernier, là, je pense. Oui, le plus dernier. Alors, le prix normalement du sac de ciment? En réalité, aujourd'hui, je pense qu'on parlait de 4500. 4500. Oui, 4500. Alors que les cartes, en principe, devaient ramener à 3200, 3800, mais ils ont tous maintenu le même prix. Et tout à fait. Effectivement, ils n'ont plus tenu compte, effectivement, tout à l'heure du SMIC. En réalité, le sac de ciment devrait coûter dans les 3800 francs. De la même manière que les bouteilles de gaz devraient brasser, qui coûtent aujourd'hui à 6500, devraient revenir dans les 5000. Alors, et là, on est obligé de encore le rôle des associations de consommateurs. Peut-être qu'ils ne travaillent pas assez pour imposer, eux, le respect de la norme au niveau des prix, même comprenant les prix des transports, puisque ça fait partie du commerce aussi. Pour Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, je ne sais pas quel est le prix moyen du ticket. Il y a les agences qui ont baissé le prix. Avec 2500 francs, tu arrives à Yaoundé. Finalement, c'est chacun qui fait ses prix. C'est chacun qui fait son prix. Dans les agences, justement, et puisque Tendance vient d'en parler, comment voulez-vous qu'en cette période de vacances, on paye 7000 francs pour aller à Bafoussam, 10 000 francs pour aller à Banganté,
et qu'on continue de payer la même distance. La route n'a jamais, le kilométrage n'a jamais changé entre Douala et Banganté. Mais vous avez des semaines où vous payez 10 000, vous avez des semaines où vous payez 6 000, 5 000. Alors, c'est pas une question d'état des routes. Donc je pense qu'il faudrait à un moment donné que le ministère du commerce se regarde dans les yeux et se dit, mais attends, nous sommes en train d'aller où? C'est pareil pour la spéculation. Pour la spéculation, n'en parlons plus. Vous entrez dans toutes les boutiques que vous rentrez, le prix que vous allez trouver affiché n'est pas le prix pratiqué. C'est le prix conseillé, mais ce n'est pas le prix pratiqué. Mais les contrôleurs passent, ils n'agissent pas, ils récupèrent de l'argent, on donne leur choco 5 000, 10 000, 15 000, ils sont partis. Ils ont des stratégies à travers lesquelles ils arrivent. Lorsque vous êtes récidiviste, on vous pénalise, vous payez 50 000, 60 000. Ça, j'ai eu à assister. Mais pourtant, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de venir se rendre compte que ça ne va pas, faire des rapports, descendre avec les différents officiers et fermer. Procéder à la fermeture immédiate. Alors, on peut leur préconiser une solution, Megui, mettre en place des plateformes, des brigades mixtes composées et de représentants du ministère du Commerce, représentants de la Nord, représentants des forces de l'ordre, par exemple. Ils sont toujours là. Voilà, bon, maintenant, je ne sais pas, ça devrait fonctionner. Parce qu'on a affaire à un État qui ne réfléchit pas, ils n'ont pas de solutions. On a le sentiment qu'ils laissent faire pour qu'il y ait ce désordre qui prospère et, conséquence, le peuple est abandonné à lui-même. Hein. Mais est-ce que tout ça, tout ce que vous avez cité, ils sont là? Ils sont là. Je disais que ce n'est pas ça le problème. Justement, ils laissent le désordre prospérer parce que ça leur profite à eux. Ça leur profite à eux au détriment du peuple qui est là, qui souffre, qui le pouvoir d'achat est tellement limité. Mais c'est dommage. Mais je dis, tous ces organes sont là. Tous ces organes, quand vous arrivez au marché, vous allez voir des gens avec des sacoches, des registres et tout, qui notent ci, qui notent ça. Il y a des forces de l'ordre qui sont même parfois au marché, bon, je ne sais pas si ces forces de l'ordre sont là pour contrôler les prix, mais je crois pas. Ils accompagnent les contrôleurs au cas où. Voilà, au cas où il y a voilà, donc ils sont tous là. Mais ce n'est pas ça le problème. On est dans un pays qui est foncièrement vicié par la corruption. C'est la corruption qui est... Mais je vous prends un exemple. Dans les différentes stations-service appartenant à nos frères occidentaux qui venaient installer en Afrique, savez-vous qu'on vend une bière dans les stations-service à 800 francs? Un contrôleur de prix, 800 francs. Un contrôleur de prix est arrivé devant moi. Il a posé la question au gérant de la station. Le gérant lui a fait comprendre que c'est pour chasser les clients. On ne veut plus que les gens consomment trop, mais les prix là pour chasser les clients. Et le contrôleur est tourné, il est parti. Mais imaginez-vous dans quel pays on fonctionne. Parce que les gens dans un pays, parce que vous savez, ce sera très difficile. C'est une entreprise qui est extrêmement difficile parce que ces commerçants-là, ils vont vous opposer des arguments qui peuvent être plus ou moins pris en compte, qui peuvent être plus ou moins plausibles. Quand vous allez voir, Charles Hamel nous parle d'une bière qui est vendue à 800 francs dans les stations-service. À côté, dans le snack-bar, on vend la bière à 1500 francs. Un autre snack-bar à côté vend à 1000 francs. Dans certaines boîtes, on vous vend, dans des restaurants, on peut vous vendre une bière à 2000, à 2500, à 3000 francs. Ils vont vous dire que... Et ces augmentations-là, en réalité, c'est vraiment... Ils vont vous dire que le loyer, je dois pouvoir rentrer dans mes frais parce que le loyer me coûte extrêmement cher. À côté, vous allez boire cette bière à 1000 francs, il n'y a pas la clim. Chez moi, il y a des clims, il y a tout le confort qui va avec. Mon loyer coûte extrêmement cher. Il y a le quartier dans lequel je loue mon local. Il y a donc... Et le consommateur qui arrive, il payer le prix. Le Sénégal a compris, c'est la raison pour laquelle le Sénégal a homologué au niveau des prix. Je prends par exemple la location. Il n'y a pas de domicile qui dépasse des appartements plus de 150 000. Ils ont homologué sur tous les plans. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans tel quartier, le prix de la maison, de la chambre à louer, modèle dans tel quartier, c'est tant. Le prix d'une chambre simple, c'est tant. Lorsque vous allez dans un quartier résidentiel, le prix d'un appartement, c'est tant. C'est homologué. Pour des raisons commerciales, les prix sont... On connaît à combien on peut louer dans un quartier comme à quoi, commercial comme à quoi, au-dessus côté du Sénégal. Que vous soyez à Saint-Louis, en Bourg ou en Casamance, on connaît le prix d'allocation. Pourquoi ça n'arrive qu'au Cameroun? Parce que Megui parlait justement de ce propriétaire qui va vous dire je loue à 200 000, 250 000, je 350 000, j'ai le droit de la libre pratique de mes prix. Dans l'immobilier, on devrait arriver à imposer aux propriétaires, premièrement, de ne pas exiger le paiement de 6 mois, 12 mois, 1 an de loyer. Ça doit être interdit systématiquement. Ça arrive. Si vous avez de la chance, je vous donne 2 mois. Avec la caution. Parce qu'en réalité, la caution qui ne sert à rien. 2 mois, le premier, Bon, alors,
maintenant, on ne devrait pas dépasser un certain seuil, c'est-à-dire que si c'est 2 chambres, salon, cuisine, quel que soit vraiment tout ce qu'on a mis dedans, ça ne devrait pas dépasser un certain seuil. Voilà. Si on était normalement bien organisé. Mais pour revenir aux stations-service, vous en avez aujourd'hui qui font des croissanteries. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vendre de l'essence, mais désormais, ils mettent les cafés à l'intérieur. Et c'est à des prix exorbitants, finalement. 800 francs. Voilà. 600 francs un cappuccino. Je vais le dire, 600 francs un cappuccino. Mais je ne sais pas à quoi c'est justement ce contrôler le prix. C'est par là où il devait frapper. C'est à ce niveau qu'il devait. Comment on laisse une taxe à 600 francs, une bière à 800 francs. Et lorsque le contrôleur pose la question, on dit c'est pour chasser les clients parce qu'on ne veut pas que les gens composent. Mais enlevez de vos comptoirs si vous ne voulez pas que les gens consomment. Non, nous avons un ministère du commerce totalement absent, inexistant. Il se fait entendre à travers des communiqués qui renseignent sur la réalité de ce qu'il travaille, mais sur le terrain, très concrètement, le consommateur, le client, l'usager camerounais est abandonné à lui-même. La preuve, c'est qu'avec les derniers prix homologués sur les livres scolaires, ce sont des choses qui échappent au contrôle des parents d'élèves. Au jour d'aujourd'hui, c'était l'objet de la chronique de Charles-Amel Bachou. Le Zénith se poursuit, mesdames, messieurs, restez avec nous. On prend une pause en chanson avant la deuxième partie de cette émission. Thématique du jour sur l'histoire qui rapportait les relations quelque peu tendues souvent entre les belles-mères et leurs brus, surtout lorsque le fils de cette femme-là s'en mêle en imposant à sa femme de rendre visite de façon systématique à sa maman restée au village. C'était Junior et Yango avec les belles illustrations de comédiens de la place qui avaient bien joué un téléfilm sur cette thématique-là. On a beaucoup apprécié ce choix de la réalisation. Et on va d'ailleurs continuer d'enregistrer les messages à présent sur les 2 thématiques essentielles que nous avons évoquées, y compris l'homologation des prix dans nos marchés. Voilà donc Michel Ledoux depuis Fotouni qui nous dit: qu'est-ce que vous appelez contrôleur de prix dans un pays comme le nôtre? Non. Nous, au Cameroun, au Cameroun, il existe plutôt des fraudeurs comme contrôleurs de prix. Moi, je les appelle même des mendiants qui passent de boutique en boutique. En réalité, il n'y a pas de contrôleur de prix ici au pays. Absolument. Non, ça c'est vrai. Voilà, les bailleurs, certains bailleurs et bailleuresses exagèrent. Ma bailleuresse est allée à la gendarmerie avec un locataire parce qu'il a refusé de payer 6 mois de loyer et elle a fini par le chasser. Alors qu'elle-même ne paye pas les taxes foncières liées au bail. Voilà, merci le plateau. L'État a la grande part de responsabilité dans le non-respect des prix, surtout dans le domaine de l'immobilier. Peut-être parce que les pontes du régime sont de grands propriétaires immobiliers. Comment peut-on louer une maison de 3 chambres, un salon à 100 000 francs dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs? Voilà. Le Sénégal, lui, il a réussi à faire homologuer les prix, pas plus de 150 000 francs. Et ça fait en sorte que les gens, si vous allez voir, les gens se retrouvent à bien vivre, il n'y a pas de crise. Non, mais là, elle a parlé de 3 chambres. On loue les 2 chambres à 100 000, voire 130 000 dans les zones de Locpom, c'est 130, 100 Tout à fait. Oublions Bonapriso, alors les quartiers comme nous ne décidons pas d'aller citer de ce côté. C'est pour ça que je disais que c'est très difficile, parce que même celui qui loue 2 chambres, il y a une chambre, un salon cuisine à 100 000, 150 000 dans un quartier comme Bonapriso. Il va vous dire qu'il a acheté son terrain à combien? On sait que le mètre carré coûte les yeux de la tête là-bas. Non, mais dis tout cela doit être homologué. En réalité, on dit même ça pour Bonapriso, ça ne doit pas dépasser. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Peut-être c'est ce qui devrait se faire dorénavant, mais bon. C'est compliqué. Voilà, il n'y a pas de discussion lorsque l'on connaît pourquoi l'homme aimerait que sa femme aille voir sa mère. Sans certaines de ces raisons, on ne peut pas vraiment discuter. Peut-être qu'il a causé avec sa mère et qu'une fois avec sa mère, elle apprendra des choses que l'homme ne sait pas comment transmettre. Par exemple. Ah bon? Elle peut même arriver voir sa mère lui apprend que son mari est en train de prendre une deuxième femme. Ok. L'homme peut ne pas avoir le courage de dire à sa femme qu'il y a une deuxième femme qui arrive. Il envoie chez sa mère pour lui dire: écoute, prépare ma femme à ceci qu'une autre femme va arriver. Non, c'est des possibilités. Ne le prenez pas au premier degré. Non, c'est pas... Je sais que lorsque je dis quelque chose... Laissez-moi au moins parler. Et surtout que oui, il faudrait donc éloigner sa femme pour pouvoir
amener la deuxième femme chez lui. N'allez pas en congé. Si vous avez peur qu'on vous remplace, n'allez pas en congé. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleur canal de transmission d'informations, de régulation, de temporisation, de meilleur thermomètre que la belle-mère. Donc, dans un thermomètre est le moteur du couple. À un moment, la belle-mère, Mais c'est ce qu'il dit. elle est le thermomètre. Vous savez ce qu'on appelle le thermomètre? J'ai J'ai employé une expression scientifique. Thermomètre. C'est-à-dire lorsqu'on le pose, on a la température à partir de son époux. Un homme qui va voir sa mère qui a maigri, la mère doit s'interroger. Pourquoi mon fils a maigri? Mais en tout cas, la C'est fête qu'elle ne va pas dans le couple. Mais elle voit son fils, elle connaît Là, son c'est comme si tu tombais sur fils une belle-mère qui est gentille. Si tu tombes sur une belle-mère qui est méchante, qui est mauvaise, qui a un mauvais comportement, tu fais comment? C'est les filles qui rendent régulièrement leur belle-mère Chaque fois méchante. que quelqu'un voit son Ce n'est enfant pas. bien, parce qu'on n'a jamais vomi personne. On a poussé. Il y a des filles, il y a des filles pour rentrer, elle ment. Elle aussi, elle a accouché Donc son ne venez garçon. pas dire que si vous croyez que si on se marie, on va mourir, on ne va pas mourir. Vous savez, bon, moi je vais vous dire, il y a des femmes, des filles qui pour entrer dans un elles mentent comme des sangsues. Je dis elles mentent. Lorsque le rôle de la belle-mère se joue à Colombo, tu as déjà accouché? Non. Comme si elle fabriquait l'enfant. Hein? Vous On voyez, fabriquait les enfants. si moi-même j'ai une mère, une fille qui est épidémique comme tendance, vous allez voir que ma mère va dire que le papa. Non, pourquoi vous allez pas l'exemple sur moi? J'ai dit, elle est au rebond avec moi sur le plateau. Mais je te prends comme... Oui, mais attendez. Cher Lamel, je dis tant que vous dites des choses qu'on estime être raisonnables, on va pas vous reprendre. Mais dire la tendance qu'elle est épidémique... Je n'ai pas dit qu'elle est épidémique, c'est parce que lorsque je reprends, elle répond à l'immédiat. Je dis, ok, alors, sur ce sujet, Charlamagne, je crois que vous faites bien de faire observer le fait que la belle-maman doit être là comme en poste de surveillance. Parce qu'effectivement, il y en a des femmes qui savent dissimuler leurs défauts. Oui. Et le moment venu, comme nous, on est un peu trop naïfs, très souvent, les hommes ne dissimulent pas leurs défauts. Réalistes, apprenez à dire les vérités cash. Vous savez combien d'hommes disent aux femmes, je ne tape jamais? Mais Guy, c'est ma bouche ou encore ma vérité qui va me tuer un jour, soyons clairs. Une maman qui m'aime, je l'aime parce que c'est aussi la mère d'une autre personne. La fille d'une autre. Je suis la fille d'une autre maman. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Je te prends comme tu viens. Que tu sois une belle soeur ou une belle mère, c'est comme ça que je vous prends. Mais vous entrez dans sa famille, vous avez... Elle vient aussi, elle entre dans votre famille. Qu'est-ce qu'on leur a raconté? Mais c'est pas comme Non, mais attendez. Elle a passé les nuits sans dormir. Qu'est-ce que vous croyez que... Attendez. Attendons-nous que je m'explique. Bon, on vous a déjà compris. Bon, vraiment, le temps est venu. Bon, désolé. Allez vous confier les clés de votre maison à la fille qui vient vous engueuler. Même si elle ne vous engueule pas, ce n'est pas elle que vous allez confier. Merci beaucoup. On passe à vos filles. La revue des réseaux sociaux, madame. Laissons l'hypocrisie là. Les belles-mères de Dieu. Ok. La revue des réseaux sociaux, donc on va dire que le bateau Mercy Ships, le bateau hôpital, le bateau à caractère humanitaire est désormais au Cameroun, plus précisément au port de Douala. On peut voir les images avec la complicité de la rédaction. Donc ce bateau qui est là pour, avec une pléthore de médecins qui vont prendre d'assaut des maladies graves qu'on retrouve chez les patients camerounais. Et il faut aussi préciser que ce jour est attendu à Douala, s'il n'est pas déjà arrivé. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, justement inauguré l'arrivée de ce bateau au port de Douala. Donc une œuvre salutaire initiée par le gouvernement du Cameroun selon les internautes. Wow. Salutaire, pourquoi? Félicitations. Nous n'avons pas de médecins. Je suis surpris même que l'ordre des médecins du Cameroun n'ait même pas réagi par rapport à cela. Ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté combien? Non, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit sur le fond. Ce n'est pas gratuit. Peut-être au niveau de la forme, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Il y a toujours des compensations qu'il faut faire. Ce n'est pas gratuit. Nous avons quand même des médecins sur le terrain. Donc on parle de prise en charge de maladies graves, c'est ça? Et gratuitement. Non, ici, je finis. Vous avez un malade qui quitte de Marois, ou qui quitte de Garoua, ou qui quitte de Batouri ou de Tokyo qui est malade. On a dépisté une maladie grave. Il prend la route pour arriver à Douala, il paye combien?
Il arrive ici à Douala, il dort où? Il mange quoi? Il est logé où? Lorsqu'on finit de l'opérer, on le stabilise où? Est-ce que c'est lorsqu'on finit d'opérer, il y a des chambres d'hospitalisation là-bas? Que non, on le renvoie dans quel centre de santé? Mon Dieu. Mon Dieu. Sam, en plus de ce qu'a dit Charles Hamel tout à l'heure, ils nous ont dit qu'ils ont 80 chambres. Ils vont rester dans les berges de Bourri pendant 10 à 11 mois. 10 à 11 mois, oui. Le patient ne va rien débourser. Mais s'il quitte Mokolo pour ici, pourquoi ne pas ménager? Non, mais l'essentiel, quand même, c'est que la maladie puisse être éradiquée. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est d'avoir des plateaux techniques, de faire des hôpitaux régionaux et d'avoir des médecins spécialistes. Le Cameroun en a 6 000 à l'étranger. On met donc de Mokolo à Kiosi, en passant, en allant par, je ne sais pas moi, Medumba là-bas, Kumba, ainsi de suite, ainsi de suite. On devrait donc avoir ces médecins et les plateaux techniques. C'est ça le problème. Donc, en réalité, un bébé qui n'est pas, on a parlé des maladies, de la néonatologie, il y a de certaines maladies rares qu'on dit, mais nous avons des chirurgiens qui font de la néonatologie et qui viennent de temps en temps ici, au Cameroun. Donc, pourquoi ne pas convaincre cette diaspora camerounaise qui arrive en appui avec un alors, tendance, pour toi quand même, c'est une belle action du gouvernement. Oui, c'est même, on doit même applaudir. Dans les autres pays, on ne voit pas ça. J'applaudis pour vous. Mes félicitations. Mais dites, dans le Cameroun, on aime trop se plaindre. Quand on ne vous soigne pas, vous dites qu'on ne vous a pas soigné. On vient vous soigner, vous cherchez. Non, n'exagérons pas, quand même. Ils vont même commencer par moi. J'ai mal jusqu'à ça traverse que le dos. Ou c'est l'estomac, c'est le mal d'estomac, je ne sais pas. Ou c'est seulement pour moi-même, je ne comprends pas ça. Alors, mais dis-nous, c'est quelles maladies? Quelles sont les maladies essentiellement visées ici? Des maladies rares, des maladies graves, des tumeurs à opérer, des maladies de la tête. Il y a beaucoup, ils vont procéder à des opérations. L'idée est partie de quoi? De faire débarquer ce Mercy Ship à Douala. Je crois que c'est une initiative du président de la République. Mais c'est une initiative du président de la République, ça il faut le dire. Maintenant, moi je crois qu'on ne devrait pas tout peindre en noir quand même, vous comprenez? Parce que on pourrait avoir le plateau technique, même en Occident. Tous les malades n'ont pas forcément tous, n'ont pas forcément tous accès à certains soins. L'Angola fait comment? Alors, il vient d'où? Le Mercy Ship, il vient d'où? De Suisse. De la Suisse, voilà. Que c'est les professionnels. Quels sont les médecins en nombre, les spécialisations là-dedans? C'est pas détaillé, ils sont nombreux, de plusieurs spécialités, mais je veux dire quoi? On ne doit pas tout peindre en noir. Nous sommes dans une chaîne qui fait dans le social. On voit ici des malades qui, je pense que même si le Cameroun, on a beaucoup de choses à décrier, c'est vrai. Beaucoup de choses doivent se faire, notamment sur le plan sanitaire. La formation de plus de médecins qui sont, à mon avis, en nombre minimal. En nombre minimal, on devrait avoir peut-être plus de médecins, on devrait avoir un plateau technique adéquat, performant pour pouvoir pallier à certaines... C'est ce qu'ils ont dit, Mbombo que Charles Hamel, parce que passer le stade des applaudissements, parce que nous on est là pour attirer... Non, mais sauf que sur le terrain, en étant réaliste, le bien fondé de cette initiative, il ne faut pas le dénier. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui va être soigné là-bas que ce n'est pas une bonne chose. Une bonne chose, mais le Cameroun devrait avoir sa politique publique de santé. C'est ce que je suis en train de dire. Je peux chuter. Attendez, je n'ai pas dit que le Cameroun n'a pas de choses à faire. Je dis bien qu'on a beaucoup de choses encore à faire, mais maintenant on est là avec le cas présent de ce bateau qui arrive, qui va, ma foi, aider beaucoup de malades, ce qu'auraient peut-être pu faire nos médecins, sauf que bon, maintenant, c'est d'autres personnes qui le feront. Quelles seront les conditions d'accès à ce pour moi, honnêtement, il y avait des points d'enregistrement dans le centre, sud, est, littoral. On a des malades qui viennent ici pour notre émission culte Regard Social, pour qui des opérations chirurgicales s'élèvent à des millions. On appelle les gens, les uns et les autres, à les aider. Et dans beaucoup de pays, ça se fait. Même en Europe, ça se fait. Il y a des personnes qui sont défavorisées financièrement, qui bénéficient de la solidarité, de la sollicitude de leurs concitoyens. Donc maintenant, on a ces malades-là qui n'auront plus à débourser un sou,
qui vont quand même aller se faire traiter. Qui vont aller On a compris. Est-ce qu'on ne peut pas y voir l'effet de C'est lui qui me Nous retire. avons 17 000 malades. Oui. Nous avons 17 000 malades. Ce bateau va séjourner un mois. Non, 10. 10 mois. 10 mois. 10 mois. Nous avons 17 000 malades environ. Si on divise par 10 mois, ça fait combien d'opérations par jour? Non, Charles, mais ils n'ont pas la prétention de soigner les 17 000. Hein. Non, les gens se sont enregistrés. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. S'ils ont dit, ils doivent le faire. Ils vont quand même essayer quelque chose. Oui, tout acte qui vise à apporter le bonheur à soigner une maladie, on l'apprécie. Mais dans ce cas précis, c'est condamnable dans tous les cas. Les médecins camerounais, depuis 2004 que le gouvernement a dit mettre en passé de la prévoyance à la sécurité sociale, c'est depuis 2004. Qu'est-ce qui a été fait? Les médecins, l'ordre médecin et les assureurs du Cameroun s'étaient réunis pour dire comment on devrait mettre en place cette politique de santé publique. On ne fait rien. Même hier encore, le syndicat des médecins du Cameroun est revenu à la charge avec ce qu'il appelle l'assurance universelle. On ne fait rien. Donc, à ce moment, on aurait résolu le problème. Quand on le fait, quelqu'un qui vient de Mokolo, je ne sais pas moi, de Bétaré Oya ou de Gary Gombo, il viendra, il va parce qu'il ne va pas payer le médecin, certes, mais il va payer le transport. Il va habiter où? Il va se nourrir. Donc, en réalité, et puis vous savez que lorsqu'on sort d'une opération, on n'est pas obligé on ne va pas contacter immédiatement. Il y a un milieu dans lequel on doit rester. 17 000 pour 10 mois, ça fait 1700. Vous n'avez pas dit 1700. 1700 par jour, 1700 par mois. Par jour, ça fait 56 personnes à opérer. C'est des robots. Très bien. Alors, moi, je vais, pour sortir de ce sujet, rejoindre un peu la position des filles sur le plateau, en reconnaissant qu'il peut s'agir d'une belle opération, si tant est que celle-ci permettra à nombre de malades de trouver un début de solution. Tout de même, la politique publique de santé au Cameroun devait relever d'un plan Marshall qui obéit vraiment à des normes internationales qui peuvent faciliter également le retour de nos médecins qui sont des milliers installés en Allemagne, en Belgique, en Italie, en France, des Camerounais qui auraient pu bénéficier des meilleures conditions d'implantation au Cameroun si la politique du renouveau le leur avait permis. Et puisqu'on parle de renouveau, vous l'avez dit, Megui, c'est une mesure du chef de l'État et on a envie d'y voir une belle mesure électoraliste puisque nous sommes quand même à une année près du prochain scrutin présidentiel. Voilà la deuxième information. Voilà la deuxième information. Donc, on va parler de la profanation du drapeau camerounais du côté du Canada. Selon un patron de médias camerounais résident à Toronto, il s'appelle Christian Romeo UJ, patron de UJ Media Group. Il y avait aussi des francophones parmi les sécessionnistes. Donc, Christian Romeo UJ explique que les manifestations des Camerounais d'expression anglaise sont régulières au Canada, mais tous les anglophones du Canada sont loin d'être solidaires de cet assaut perpétré au Haut Commissariat du Cameroun à Ottawa. Ceci s'est produit il y a quelques jours. Voilà. Donc il se pourrait qu'il y avait des francophones parmi les manifestants et que ce serait pour certains une aubaine pour pouvoir avoir des papiers, avoir l'asile politique. Voilà. Donc certains en profitent pour justement... Alors, est-ce qu'on peut parler de manipulation là derrière? Moi, je ne peux pas parler de manipulation, Sam Sévérin. Pourquoi je vais le dire? Qui est anglophone, qui est francophone? Nous avons des anglophones qui parlent convenablement français. Ils peuvent entendre ces gars qui causent parce qu'ils sont au Canada, dans la zone francophone qui causent pratiquement, ils disent que c'est les francophones. Vous avez des anglophones, des francophones qui causent convenablement anglais. Qu'on arrête de déporter. Il y a un problème qui est là. Je pense que les solutions sont connues par tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc, eux qui viennent aujourd'hui, ce monsieur de UD Group qui vient nous raconter, s'il cherche à blanchir, ça n'engage que lui. Ils ont posé un problème. Nous avons condamné la méthode. Nous condamnons la méthode. Le problème est connu. Une solution doit être trouvée. Mais nous condamnons la méthode. Des agressions, le vandalisme, le sabotage, la destruction du patrimoine que représente le drapeau. Nous sommes contre cela. On s'inscrit en faux. Mais on estime qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, on arrête de dénier qu'il y a un problème. Maintenant, s'il faudrait dire qu'il y avait des francophones à l'intérieur, qui est anglophone et qui est francophone?
Je peux causer convenablement français, mon anglais est parfait. Je peux être francophone et mon anglais est parfait. Je m'exprime, vous avez tendance à croire que je suis un anglophone. Est-ce que c'est dans l'habitude, dans l'usage quotidien de l'anglais qu'on dira de moi que je suis un anglophone, ou c'est dans l'usage constant du français qu'on dira de moi que je suis un francophone? On essaie de déplacer, d'arrêter de déplacer. Alors, Mbambok, sur cette affaire du drapeau qui a été vandalisé, brûlé même, on n'a pas vu de réaction officielle quand même des autorités camerounaises, même du ministère des Affaires étrangères? En principe, ne devrait pas réagir. Et s'ils réagissaient, c'était à l'attention du gouvernement canadien. Et je pense qu'ils n'ont pas réagi parce que le gouvernement canadien a vite fait de rétablir l'ordre. Voilà. Donc sinon, ça aurait causé un incident diplomatique. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé. Maintenant, ils vont peut-être procéder à des enquêtes pour savoir comment on pourra les arrêter, ces gens-là et tout. Là aussi, j'ai dit, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Le problème anglophone est connu depuis 1916 jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais même que c'est nous les francophones qui n'avons pas compris les revendications de nos frères anglophones. Nos frères anglophones, pourquoi? Parce qu'on a trafiqué la constitution du 1er septembre 61 et pour les absorber dans la République du Cameroun, alors que c'était deux entités. Aujourd'hui, comme Charles Hamel dit, on condamne ces actes-là, mais au moins il fallait procéder par le dialogue qu'on n'a pas fait. Que pour le Canada, ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas violé l'ambassade. C'est au niveau, je pense, c'est sur la pelouse, le jardin. Non, ils sont entrés avec un cercueil dans l'ambassade, en disant qu'ils ont un intérêt dessus. Oui, oui. Alors, tendance, oui. Et c'est même bien comme le gouvernement n'a pas réagi. En réagissant même, on vous donne le poids pour que vous traitez le drapeau du Cameroun comme vous voulez. Si le gouvernement parlait un peu, les gars devaient dire que, ok, on vous excite, vous avez commencé, vous devez même brûler le drapeau du Cameroun. Et comme on ne doit plus vous donner même la chance de toucher le drapeau là, c'est mieux de rester tranquille. Ça se répète encore, on va vous rapatrier. Ne croyez pas que vous avez la nationalité française, au point où on ne peut pas vous rapatrier. Moi-même, je vais dire à Yaoundé qu'on rapatrie tous les Camerounais qui sont de ce côté. Je sais que les gens vont dire que je suis jaloux parce que je ne vis pas là-bas, non. Je sais que vous allez dire ça. Je suis fier de rester au Cameroun et respecter le drapeau du Cameroun, respecter votre pays. On n'a plus besoin de ça, ça ne nous intéresse pas. Merci. Voilà. Alors, Megui, avec du recul aujourd'hui, quelques jours plus tard, quelles étaient d'après vous les intentions cachées derrière ces actes? Ces actes des manifestants, c'est ça? Mais je pense que si dans ce genre de manifestation, généralement, toutes les personnes présentes n'ont pas forcément toujours le même but qu'ils poursuivent. Il y en a même dans les émeutes ici, les personnes qui forment la foule ne viennent pas forcément pour la même chose. Il y en a qui sont là effectivement pour revendiquer pacifiquement. Il y en a qui en profitent pour desservir leurs propres intérêts, qui peuvent ne pas être si nobles que ça. Et il faut qu'on se le dise. Avec, ça relève peut-être des renseignements secrets camerounais, mais souvent, il y en a même qui sont des mercenaires qui se joignent à la foule. Et cette foule-là, parce que c'est ce que les gens ne savent pas souvent, se joindre à une foule de manifestants, il faut savoir très bien ce qu'on va faire souvent là-dedans. Il y a des mercenaires qui viennent d'ailleurs, qui peut-être ne sont même pas toujours des Camerounais et qui viennent là pour autre chose. Et c'est souvent là où ça débouche sur le désordre, où il y a violence et tout. On ne sait pas toujours d'où c'est parti. Donc, mais il y a une réalité qui est aujourd'hui dénoncée par plusieurs compatriotes du côté du Canada, même par des hommes de médias, que parfois il y a des francophones qui se joignent à ces mouvements-là pour pouvoir demander après l'asile politique. Et on a vu même lors de certaines autres manifestations, il y a des personnes qui sont en Europe qui aujourd'hui soudoient, qui parfois soudoyaient des hommes de médias ici sur place pour qu'on leur fasse des articles dans la presse. Ils prennent des coupures d'articles dans la presse comme quoi ils seraient poursuivis au Cameroun pour tel forfait. Et du coup, ils vont là-bas dans leur pays, le pays où ils veulent s'installer, dire que voilà, je suis menacé dans mon pays parce que je réclame ceci, parce que je réclame cela et le gouvernement me poursuit. Donc, je voudrais l'asile politique. Ça, c'est une réalité. Oui, alors moi je pense, Sam Sévéran, vous avez dit qu'est-ce qui peut être à l'origine. À l'origine, vous savez, quand deux enfants bagarrent, vous venez trancher. Ça dépend du parti, de ce que vous dites, les premiers mots que vous employez. C'est généralement ça qui peut réenflammer, relancer la braise, l'essence sur le feu. Ceux qui sont allés, ils sont allés avec un job description précis. Ouais. Écouter, discuter, pas discourir. Ils ne devaient pas discourir,
il ne devait pas tenir des propos. Vous allez vous rendre compte, avec les vidéos qu'on a vues, c'est à la suite d'un discours prononcé qu'il y a eu cet enflammement où véritablement... Il y avait tout un cercle quand même. Je dis c'est à la suite, je dis à la suite d'un discours. Vous savez, les gens... On a eu le sentiment que c'était quand même bien planifié. Les gens, Sam Sévérin, vont dire, ok, alors écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Mais on est sûr que forcément, ils vont nous dire des choses que nous ne voudrons pas entendre. Suivez-moi très bien, Sam Sévérin. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils entendent par exemple une phrase du genre, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est dénier un peu le fait. Et c'est ça qui peut, par exemple, susciter la colère. Or, si on dit, nous sommes venus écouter, nous avons pris des résolutions, nous sommes conscients des problèmes qu'il y a, nous sommes venus vous écouter. Je pense que c'était ça l'objectif, aller discuter, aller rencontrer la diaspora, si je ne me trompe pas. Mais et pourquoi cette rencontre a avorté? C'est tout simplement peut-être parce que... Bon, maintenant, les émissaires du gouvernement ne se sont pas rendus au Canada non plus, hein, parce que c'était la Belgique et les États-Unis et l'Afrique du Sud. Donc, les Camerounais du Canada, bon, peut-être qu'ils avaient leur agenda caché. Du moins, on va reconnaître ici que la question n'est pas encore solutionnée. Loin de là, d'ailleurs, d'après certaines informations, on pourrait avoir une rentrée scolaire totalement paralysée de ce côté, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Ce que nous ne souhaitons pas. Voilà, ce que nous ne souhaitons pas. Il y a de sérieuses menaces à ce début de l'école anglophone. Voilà ce qu'on pouvait en dire dans cette autre actualité, au-delà de toutes les considérations qui sont liées à cette affaire du drapeau brûlé. La troisième nouvelle. Voilà la troisième nouvelle. On va revenir donc sur cette information sur les 3 jeunes lycéens qui sont en prison pour une blague par SMS. Hein, voilà. Donc Afouaza et Fomusso ont été condamnés il y a un an. Je crois que c'était en novembre 2016, voilà. Ils ont été condamnés à 10 ans de détention pour avoir échangé une plaisanterie sur Boko Haram. Leur procès en appel est prévu pour le 17 août et c'est pour ça qu'on reparle justement de cette histoire-là. Donc les internautes estiment quand même que le gouvernement devrait faire preuve d'un peu de compassion pour ces jeunes lycéens et puis pouvoir les relaxer si effectivement leur... Alors, un peu de clémence. Oui, bon, voilà. Vous dites qu'ils ont été condamnés pour avoir fait de l'apologie, de la blague voilà, autour de... Voilà, justement, une certaine apologie mais ils blaguaient, selon ce qu'ils disent par SMS, d'entre eux, et sûrement avec le contrôle et tous les interceptions de messages, leurs messages ont été interceptés et puis ça les a conduits à bon, on peut comprendre la posture qui est celle de la justice militaire aujourd'hui, qui s'en prend pas seulement aux journalistes, y compris toutes les personnes qui peuvent avoir un rapport de près ou de loin, parce que pour le cas du reporter en langue haoussa de Radio France Internationale, Ahmed Abba, je crois ce jour devait se tenir la première étape de son procès en appel aussi. Lui avait déjà été condamné également à 10 années de prison par le tribunal militaire. Alors, Boko Haram qui emporte tout le monde finalement. Non, Sam, moi je ne peux pas comprendre ces ajustements au tribunal militaire. Vous avez, en France, on vous dit quoi? Tel citoyen est placé S. C'est-à-dire que, on a estimé, ils ont chanté SMS, ils devraient regarder autour. C'est ce qu'on appelle l'enquête. Mais, comme nous disons, nos forces de maintien de l'ordre ne sont formées que dans la répression. On ne peut même pas savoir à quel moment il faut éduquer l'enfant. Or, ils savent tout ce qui se passe. Les enfants font de tout genre de sortes de blagues. Ils peuvent remonter les communications de ces enfants-là entre eux pour comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est ça. Et vous avez bien fait de relever la condamnation de notre confrère correspondant de RFI en langue haoussa. Et effectivement, voilà quelqu'un qui était donc, je l'ai dit, en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Mais le cas de Ahmed Abba pose un souci parce que d'aucuns ont de la peine à lui reconnaître le statut de journaliste parce que en langue haoussa, est-ce qu'il a été bien formé à la pratique de ce métier-là? Parce que vous le savez, quand on cherche des correspondants en langue nationale, on peut prendre n'importe qui parle bien cette langue-là, mais les principes fondamentaux de l'exercice de ce métier avec toutes les interdictions qui vont avec, est-ce que ça s'applique au cas de Ahmed Abba? Ahmed Abba est considéré comme journaliste à RFI. Il a fait des séminaires, il a fait, y compris la communication en temps de crise. Et c'est pour ça que ces informations étaient recoupées au sein des forces de maintien de l'ordre. Là, je vais le confirmer puisque j'ai enquêté moi aussi. Maintenant, quand il recevait une information pour le cas,
il fallait d'abord qu'il soit sûr que cette information vient de Boko Haram. Pour maintenant voir avec les autorités, il a collaboré pendant longtemps avec les forces de maintien de l'ordre par rapport aux informations qu'il recevait et qu'il diffusait, et d'autres même qu'il ne diffusait pas. Mais c'est malheureux. Voilà. Donc je dis pour terminer, pour les enfants, il fallait leur condamnation exagérée. Si demain ils demandent l'asile politique, on va dire qu'on ne les menace pas. Voilà. 30 secondes, on a terminé, oui. Alors moi je pense que connaissant le pays dans lequel nous sommes et connaissant le zèle et peut-être dire la panique généralement qui anime tout le monde, il y a des réserves qu'il faut souvent éviter. Il faut éviter. À cette période-là, on rappelle, on les avait arrêtés. Boko Haram battait encore. C'était les périodes vives de tension où Boko Haram s'agitait. Il fallait absolument. On ne maîtrisait rien, d'autant plus que c'était une guerre asymétrique. Ce n'est pas maintenant qu'on essaie de percevoir, mais au départ, on ne maîtrisait rien. Donc, tout élément susceptible de rapprocher, il fallait absolument. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on reconsidère encore en se disant, bon, activement, nous avons condamné ces jeunes, essayons de voir, est-ce que ce n'était pas l'amusement. Rappelez-vous de ce jeune Bensikina qui avait écrit derrière sa moto, je pense bien, je suis Boko Haram. Je suis à Boko Haram. Ce garçon marche aujourd'hui difficilement, il ne fait même plus la moto, parce qu'il avait été copieusement allumé, permettez-moi l'expression, par des hommes en tenue qui marchaient même sur lui, se disant que c'était lui Boko Haram. Et ça, c'était à ce moment. Donc, voilà. Merci beaucoup, Meggy. Et puis moi, je voulais dire à la suite de Charles Armel que c'est même le lieu de rappeler à peut-être nos enfants qui nous regardent, c'est les vacances, de faire très attention à leur communication, que ce soit par téléphone ou sur Facebook. Donc il y a des choses comme ça que vous pouvez prendre comme des choses anodines qui peuvent vous amener très très loin, notamment l'apologie du terrorisme et tout ça. Il faut faire très attention pour vous qui nous regardez. Vos communications sur Facebook, faites attention à ce que vous dites, attention aux images que vous publiez. Et les enfants, ils vont sortir jusqu'en 2025. Merci j'ai la pleurer pour beaucoup. Jusqu'à. On prend interpellation à présent. Il faudrait qu'entre-temps, le pouvoir essaie de comprendre qu'en réalité, les petites et moyennes entreprises souffrent d'un trop d'impôts. Et au lieu d'obliger les gens à payer un peu de trop, vaudrait mieux faire payer tout le monde et dans un règlement un peu ordonné. Ce qui suppose qu'à partir de là, si tout le monde paye le minimum possible par rapport aux impôts, je crois que tous les Camerounais pourront vraiment participer et jouir des fruits de retombées de ce paiement d'impôts. Voilà, le problème c'est que pour les impôts au Cameroun, c'est une catégorie qui est asphyxiée. On a un beau concept, on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, mais depuis la dernière loi des finances et toutes les impositions qui sont faites en direction du petit peuple, on se rend compte que les plus grands qui ont tous les gros budgets en termes de frais de fonctionnement et de gros véhicules rutilants bénéficiant de bons de carburant, ils ne payent pas assez. Et c'est pour cela que l'interpellation, moi, me pose un problème aujourd'hui. Est-ce qu'on doit se mettre toujours à payer le timbre communal aujourd'hui qui est à 600 ou 700 francs, je ne sais plus trop. Et puis le péage routier même qui est une forme d'impôt applicable aux petites gens. Bombong Bengan, quelle est votre philosophie sur ce sujet? Non, ça moi il faudrait qu'on paye les impôts. Mais comme vous dites, qu'on regarde. Moi je voulais demander aux citoyens à un moment donné de commencer des actes. J'allais dire d'un civisme, mais pas d'un civisme débradé. C'est-à-dire que les citoyens veulent savoir, ils doivent chercher à savoir où va l'argent du péage routier, par exemple. Et ils doivent chercher à savoir, par exemple, les routes des Douala sont complètement dégradées et on paie les impôts. Pourquoi? À un moment donné, on peut s'arranger à dire qu'aujourd'hui, des villes mortes, mais de manière gratuite, on bloque les routes. On bloque, personne ne sort plus et on reste là. Parce qu'on paie les impôts, on ne sait pas où va l'argent des impôts. On ne va pas rester là attendre, comment je veux dire, d'année en année, rien ne bouge et on ne fait rien. Alors, mettez les gens qui sont normaux dans les impôts. Parce qu'il y a les gens des impôts qui font les gens qui sont normaux. Voilà, le français élastique, chacun tire de son côté ça. Okay. Merci, j'aime les critiques. Les gens qui sont normaux pour les impôts, ne prenez plus les drogués pour mettre en route. Tu vois quelqu'un qui vient dans ta boutique, peut-être tu as un petit truc.
il veut te sceller, peut-être le temps que ta fille dise que ouais, ma mère n'est pas là. Le gars scelle. Attends même 5 ou 10 minutes, non, il ne va pas attendre parce qu'il est pressé comme si Pata Bakassi. Les petits commerces, vous venez sceller comme si c'était... Les gens même qui gagnent gros, vous ne les scellez pas comme ça. Vous dégamez, vous faites comme si vous êtes d'abord parti faire un tour au ghetto. Non. Je vais même, d'abord même, je sais pourquoi il parle de ça. Tu comprends, non, ça? Jusqu'à les impôts osent venir vouloir me sceller, je vais voir que votre patron. Ma fille dit qu'attendez ma mère, l'autre dit que c'est qui est celui qui, même Yaoundé me connaît. Pourquoi tu as refusé de donner ton nom? Je vais venir voir que ton patron. Aujourd'hui, la dette est finie. Voilà, il y a effectivement ce matraquage, Charles Amel, vous nous avez fait cas de ça à l'époque en parlant de l'OTVP et de toutes les formes d'impôts qui sont imposés aujourd'hui à la plupart des petits commerçants. Alors, Sam Séverin, il y a impôts et impôts. Il y a les gros collecteurs, les moyens collecteurs et les petits collecteurs. Sam Séverin. Donc, pour dire quoi? Pour dire que vous avez au niveau des impôts des gens qui vont collecter directement à la base. Ça veut dire les grosses structures payent normalement. Normalement leurs impôts. Mais vous avez les moyens. C'est-à-dire on arrive, on dit, mais vraiment quand on essaie de voir le redressement, si on essaie de te redresser, tu vas te retrouver dans beaucoup. Hein. Je crois que tu finis avec moi comme ça là. Et après on n'en parle plus. Je n'enverrai même plus les gens te déranger. Tu seras tranquille et à l'abri. Voilà ce qui se passe. Vous avez ceux qui descendent faire ce qu'ils ont avec la collecte des impôts libératoires, ceci. Ils arrivent là-bas, 28, 12 carnets. Il y a 6 carnets qui viennent, qui sont reconnus par les impôts, et 6 autres qui sont les leurs. Ils finissent d'abord les leurs avant de commencer pour l'État. Alors en arrivant, on dit que vraiment, tous sont fuis aujourd'hui. Ceux qu'on attrapait là, ils ne sont plus là, comme ils savaient qu'on devait passer. Or qu'ils ont déjà collecté, c'est dans la poche. Celui qui est arrivé aux impôts, le directeur général des impôts, on se disait qu'il devait travailler, qu'il devait véritablement réguler, mais ce n'est pas ça. Tout le monde veut bien payer les impôts, mais tout le monde ne sait pas à qui il faut payer les impôts, puisque lorsque vous arrivez même dans les différents centres des impôts, il n'y a souvent personne pour vous recevoir. Ou même les quittances sont doublées, il y a de fausses quittances. Alors, parlant de la Direction générale des impôts qui fait partie de l'une des 3 principales régies financières, parce que nous avons les impôts, la douane et le trésor, il faut dire qu'à une certaine époque, il y a eu là-bas aussi des recrutements massifs de façon désordonnée où on a pu insérer les uns et les autres aujourd'hui qui sont obligés de faire du mauvais travail sur le terrain. Moi, je suis contre le paiement de l'impôt qui sert à enrichir ceux qui sont aux affaires. Parce que vous avez aujourd'hui Mbombok, ceux qui ont rang de directeur de l'administration centrale, ils ont droit à des véhicules de service de type Prado de 40 à 50 millions de francs. Et ils sont bien nombreux. Hein. Alors, ce que leurs compatriotes du secteur privé ne peuvent pas oser avoir. Alors qu'en principe, c'est au secteur privé qu'on devrait gagner beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça, voilà le paradoxe dont parlait Charles Tebayen, effectivement. Comment un fonctionnaire catégorie A2, on connaît le salaire et il roule après 6 mois ou 1 an de fonction, il roule en Prado. Ce n'est pas normal. Mais on comprend que cette dérive-là, parce qu'il faut l'appeler dérive, a été, je dirais, instituée lorsque le ministre de la fonction publique de l'époque, il s'appelait Sali Daïrou, a accordé une interview en 92 en disant on doit apprendre que les fonctionnaires peuvent faire les affaires. Voilà donc, les fonctionnaires entrent donc dans les affaires, non contents de nous estorquer nos sous. Ils sont encore dans les affaires avec des prénoms, avec le nom de leurs épouses, de leurs maîtresses, pour gagner encore des marchés. Voilà. Et là maintenant torpiller et tous ces marchés. C'est au plus haut sommet. Voilà. La preuve, essayez de plucher tous ceux qui gagnent les marchés à la communauté urbaine de Douala. Vous allez vous rendre compte que ça va chez X, ça ressort chez Y, ça va chez Alpha, ça ressort chez Beta. C'est les mêmes dans la preuve. On n'a pas pu récupérer, ou je crois que c'est la structure brique qui avait l'ancienne route. On n'a pas pu jusqu'au jour réceptionner. On connaît qui a fait cette route. On n'a pas pu réceptionner. On attend que le délégué réceptionne cette route jusqu'aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Et il y avait un marché qu'on avait placé pour celui qui devait planter les fleurs. Vous regardez, on rétrécit la chaussée. On attribue un marché à celui qui doit planter les fleurs. Et étrangement, quelques années plus tard, on nous dit que c'est le boulevard qui va passer là. On va bien casser. On met pour casser les gens. Voilà, merci beaucoup sur cette question qui était liée à l'obligation de payer l'impôt au Cameroun. Il y a Longuet qui a bel et bien
chanté en disant trop d'impôts tue l'impôt, le libérateur, comme il se faisait appeler effectivement à l'époque. Une chanson à succès qui nous rappelait à tous que ceux qui ont prêté serment n'assurent plus cette vocation aujourd'hui. Pourquoi paye-t-on l'impôt? L'impôt des Camerounais sert à enrichir les hauts fonctionnaires et à enrichir davantage, ou alors tout simplement à renfouler les caisses des Camerounais qui sont implantés dans des paradis fiscaux à l'étranger. Cette forme d'impôt-là, il faut aller la traquer. On va prendre notre partenaire de Africam Shopping Complex. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, Africam Shopping, comme tous les mardis et les jeudis. Donc, on va recevoir Simone Coco. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tout le plateau, bonjour à toutes les magnifiques personnes qui nous regardent à la maison. On espère franchement qu'elles adorent ce programme parce que nous également, nous l'adorons. Alors, avec toute votre équipe, vous êtes entouré d'un homme aujourd'hui. Hein? Justement, nous sommes entourés d'un homme. Il y a Itel, l'esthéticienne, justement, à ma droite. Et nous avons Joe, le mannequin, voilà, qui justement vous montrera la démonstration concernant la ceinture. Mais avant de venir à cette ceinture, on va d'abord commencer par la promotion qui poursuit justement son chemin à Africam Shopping Complex International. Une promotion qui concerne bien sûr la santé et la propreté des entrejambes pour tous. Surtout pour les femmes, parce que on sait que les femmes sont beaucoup plus complexées vers leur uniformité, l'uniformité de leur teint. Donc il y a des parties chez les femmes qui ont parfois tendance à être très sombres, mais également chez les hommes. Il s'agit de la partie des entrejambes. En plus de cela, on subit des irritations, des petits boutons dus aux épilations et d'autres petits bobos, voilà, dus à certains événements, à certaines situations. Donc à travers nos packs, parce qu'il s'agit de 2 packs composés chacun d'un savon, d'une crème et d'une huile essentielle, vous venez à bout bien sûr de tous ces petits corps qui vous empoisonnent les entrejambes et vous maintenez votre partie d'entrejambe très très propre. Alors on poursuit donc avec notre ceinture. Il s'agit de notre Vibro Shape qui est une ceinture dégraissante. Alors c'est une ceinture vibrante. Lorsque vous allumez, vous avez une télécommande qui vous permet justement de la manipuler. Une fois que vous l'allumez, la ceinture commence tout simplement à vibrer. Là, ça vibre franchement et cela permet de travailler toutes les graisses contenues au niveau du ventre, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est très relaxant et en plus de cela, ça permet de brûler toutes les graisses. Elle est également très adaptée à ces femmes-là qui viennent d'avoir un bébé justement et qui aimeraient retrouver la silhouette d'avant-grossesse. En plus de cela, elle aide également dans l'élimination du mauvais sang, le sang laissé par la grossesse. Donc elle participe un tout petit peu à la méthode traditionnelle en vous permettant d'éliminer le mauvais sang et de vous éviter des peaux froissées. Parce que quand on accouche et qu'on vient à frapper de l'eau, vous avez parfois la peau qui se froisse. Avec ces ceintures-là, votre peau reste parfaitement lisse. Voilà, merci Jo. Parce que ça vibre franchement beaucoup et ça fait le bon travail. On passe donc sur ce plateau à notre Apple Cider Slim qui est également un autre produit amincissant. Ce sont des gélules qui sont tout simplement des compléments nutritionnels 100% bio, à 100% naturels. Vous les consommez, on vous assure une satisfaction totale parce qu'elles viendront brûler toutes les graisses localisées sur la surface du corps et également à l'intérieur, peu importe où la graisse est localisée, peu importe où elle est allée se cacher, notre Apple Cider Slim que vous avez en image là viendra tout simplement brûler toutes ces graisses là. C'est 100% naturel, 100% bio, complément nutritionnel. On parle de bien-être également sur ce plateau aujourd'hui et cette fois-ci nous allons parler de notre Sugar Balance Tea. C'est un thé qui permet non seulement de prévenir le diabète, mais pour ces personnes qui en souffrent
sucre contenu dans votre organisme. C'est un thé qui est buvable par tous et par toutes parce que à un certain âge, voilà, on a le taux de sucre qui est très élevé dans le sang. En plus de ça, il y a des personnes qui sont très gourmandes et qui ne peuvent pas s'empêcher de consommer du sucre. Donc, vous consommez notre thé, il vient prévenir le diabète et en plus de cela, réguler le taux de sucre contenu dans le sang. On parle d'esthétique générale sur ce plateau et cette fois-ci, on va s'adresser à toutes ces personnes qui rêvent d'avoir une belle peau. Une peau sans boutons, sans acné, sans points noirs, sans aucune saleté et encore moins imperfection. Un seul savon, le SE Carambola Soap. C'est un magnifique savon fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel. Il viendra vous mettre à l'abri des acnés, des impuretés, des petits bobos. Il est utilisable par toute la famille parce que là vous avez le pack famille donc qui pourra être utilisé par les enfants déjà à partir de 2 ans, également par le plus vieux. Ce sont les vacances. Achetez vos packs, envoyez également au village pour permettre à tout le monde de respirer la beauté et la santé de la peau. Un autre bien-être, il s'agit maintenant du bien-être des cheveux. On parle du hair nurturing qui est un justement produit miracle pour les cheveux. Ces femmes qui souffrent, on va pas dire de mon vieux, mais c'est comme ça qu'on dit au quartier. Alors ces jeunes filles qui ont longtemps tressé et les cheveux sont venus à disparaître là du devant de la tête. On s'adresse également à ces hommes qui généralement ont des crevasses là, au milieu du crâne. On appelle ça la calvitie. De plus en plus, c'est très répandu. Même chez les jeunes de nos jours, on en trouve. Alors comment faire repousser les cheveux? Vous avez notre hair nurturing qui est fait d'un shampoing et d'un gel. Vous l'appliquez, la partie déserte commencera à noircir et suite à cette noirceur, donc, il y aura des repousses et si la racine des cheveux est toujours incorporée, tout le monde pourra avoir des cheveux bien pleins sur la tête. Même si j'ai les mongieux, maman, même si tu as les mongieux qui arrivent ici, parce que ma part de calvitie arrive loin ici. Même si ça arrive derrière la tête, tendance, même si ça arrive derrière la tête, vous utilisez le shampoing, vous appliquez le gel, la partie noircie, tout d'abord, c'est la première étape et la seconde étape, vous remarquerez une repousse des cheveux, peu importe où les monvieux se trouvent, peu importe où elles sont localisées, vous avez vos cheveux qui vont repousser. En terminant que sur ce plateau, avec la santé morale, cette fois-ci, on s'adresse aux couples, on s'adresse aux messieurs et aux dames qui sont en couple et qui ont des problèmes au niveau sexuel. Vous souffrez d'une faiblesse, vous avez tendance à éjaculer plus rapidement, vous souffrez d'éjaculation précoce, vous avez du mal à rester concentré, à être actif. On vous propose sur ce plateau notre délicieux BioEps. Premièrement, il viendra nettoyer votre ceinture rénale parce que vous savez, avant de se soigner, il faut d'abord nettoyer, purifier son organisme. Donc sa première vertu sera de purifier votre organisme. Ensuite, il vous rendra fort, il vous rendra plus résistant et il stimulera tout simplement votre appétit sexuel. Il est consommable par les hommes, également par les femmes. Alors, tous ces produits, vous les retrouvez à African Shopping Complex International. Parlant d'international, nous sommes localisés à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, à Lomé, au Togo, immeuble City Motas, au Cameroun, BP Cité, derrière la Totale, en face paroisse Christ-Roi, à Yaoundé, face garantie, Yaoundé Sam, face garantie voyage, très prochainement à Bamenda. Et pour les autres, vous avez les codes d'accès, vous les composez, on se charge d'acheminer vos produits jusqu'à vous. Et on sort bien sûr en remerciant la communauté urbaine parce que voilà, la route qui mène justement à African Shopping BP Cité est déjà praticable. Alors merci également à eux ce matin. Voilà, merci beaucoup. C'était donc la présentation de ce jeudi de African Shopping Complex. Silhouette. African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, alors je dois signaler qu'African Shopping est basé à Yaoundé aussi, Yaoundé Nsam. Alors, on parle de Yaoundé et la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e qui s'apprête à vivre un moment important ce vendredi, Mbambok Bengan,
le maire élu Jacques Yoki Onana sera finalement intronisé. Mais c'est la fin d'un long feuilleton quand même, parce qu'on se rappelle de ce triste épisode qui avait amené Gilbert Timévouna à tenter d'invalider cette élection-là. Il a bien fallu l'arbitrage de M. René Emmanuel Sadi, ancien secrétaire général du comité central du RDPC, agissant désormais en qualité de ministre de l'administration territoriale, pour siffler la fin de la récréation. Puisque, parlant de récréation, il y a le rôle trouble joué aussi dans cette affaire par le préfet Jean-Claude Tila, préfet depuis longtemps déjà admis à la retraite de ce département du Foudi, mais qui n'avait pas pu trancher. Alors ce cas, Sadi a donc tranché. Monsieur Yoki va donc succéder à Paul-Martin Lono, qui lui-même avait déjà succédé à Jessa Melingui, tous deux décédés. Alors, dans quel contexte est-ce que va avoir lieu l'intronisation de ce vendredi? Dans un contexte de crise, Sam, la première étape de cette crise, vous avez bien fait de citer le nom du préfet. C'est lui qui est la tutelle des communes, des collectivités territoriales décentralisées. Tout le monde s'est posé la question de savoir pourquoi a-t-il d'abord renvoyé, reporté la première élection, soi-disant les conseillers municipaux n'étaient pas d'accord, alors qu'ils étaient d'accord selon les règlements et textes de la République. Il le fait la deuxième fois et il n'organise pas la validation de ce maire-là. Il attend envoyer un rapport à sa hiérarchie. Vraiment, ce n'est pas normal, c'est pas normal du tout. Ça veut dire qu'en fait, nos autorités administratives sont promptes à interdire des manifestations publiques pour des simples conférences de presse que de faire appliquer maintenant les vrais textes de la République, même lorsqu'il faut mettre le parti au pouvoir en ordre. Alors, c'est un épisode qui a révélé aussi les dysfonctionnements dans les rangs du parti au pouvoir à Charlemagne. Il faut dire qu'aujourd'hui, le diable s'est mordu la queue, Sam Severango, parce que d'un côté, nous avons ce qui devrait être fait, ce qui dit le texte de la République, et de l'autre, nous avons le parti. Comme l'un est fondé dans l'autre, c'est-à-dire l'État est fondé dans le parti, c'est le parti qui a voulu primer sur les preuves textes de l'État. Où vous voyez un super maire qui se lève pour dire oui, c'est ça, mais moi je dis que tant que ce n'est pas tel. Mais l'administration est supra, l'administration le préfet aurait dû trancher. C'est ce qui devrait être fait, mais je dis qu'aujourd'hui, l'État est fondu dans le parti. Voilà. Puisque ce monsieur qui le préfet, qui ne réussit pas à prendre fondu en militant. Il s'est fondu en militant du RDPC. Proche de Timévouna. C'est très simple à comprendre. Il s'est fondu en militant du RDPC, recevant les ordres de son patron, qui était Timévouna. Donc il a fallu que Yoki Onana utilise toutes les techniques, les astuces nécessaires. Effectivement, il a d'abord été, je dirais, indiscipliné, il n'a pas répondu à la demande d'explication que lui adressait le délégué du gouvernement. Il a dit ici, ce n'est pas le parti. Charlemagne, c'est quand même aussi pour sortir l'attitude de quelques membres du RDPC comme Messanga Nyamding et puis Martin Oyono, qui eux s'étaient vraiment alignés. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Je crois que le chef de l'État devrait comprendre qu'il doit avoir une part entre le parti et l'État et l'administration. L'administration est une chose, le parti en est toute une autre. Si les deux sont fondus, qu'on nous disait que cela est fait, vous voyez, même dans la région du littoral, où aujourd'hui vous ne pouvez plus communiquer n'importe comment, parce qu'il faut passer par Laurent Esso, qui désormais porte la tête. C'est pareil. Donc il a voulu, Jack Bauer a cru qu'il devait encore passer comme il est passé dans les multiples tasses, que non, il a été rattrapé par le ministre de l'administration territoriale qui ne pouvait pas laisser. Si le préfet a pu laisser... Donc Jack Bauer désavoué aujourd'hui. Je ne sais pas s'il sera à l'installation de demain. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Non, là où il faudra l'attendre, c'est lorsque M. Yoki Onana viendra avec les grands conseillers. Voilà, avec les grands conseillers. Validé ou pas. C'est là où il va les attendre, justement. En tout cas, c'était un semblant des aveux qui sonne la fin aussi de l'hégémonie des préfets. Tous les préfets, sous-préfets qui pensent qu'ils sont des militants du parti au pouvoir, il va bien falloir qu'on leur rabatte un tout petit peu le caquet. Tendance, on va conclure. Et vous allez conclure, Sam. Parce que ce n'est pas dans moi. On m'a scellé hier. Ce n'est pas dans moi. On t'a scellé. Tu n'as pas payé les impôts. J'ai payé le TVP. Les impôts, ça doit attendre. La vie est facile. Sam, vous avez la parole.
Au nom de la liberté de critiquer, lorsque s'est tenu le Forum national sur le football, il y a quelques années, une dizaine, des très belles intentions avaient été formulées au sortir de ces assises-là, qui avaient vu beaucoup de beau monde. On a fait venir des gens de la diaspora, les Jean-Claude Voumine, tous les spécialistes camerounais. On a regroupé la crème des crèmes. Et Bombong Bengan, ici présent, était un des experts de ces travaux-là. Les Michel Karam, tout le monde, des grands journalistes de la place. Alors, des belles recommandations, parmi lesquelles la mise sur pied d'une académie de football au Cameroun qui devait être calquée sur le modèle de ce qui se fait de mieux dans ce registre à l'étranger. Exemple, l'académie Aspire de Doha au Qatar que nous avions pu à l'époque visiter et qui est quelque chose d'exceptionnel, d'impressionnant. Il s'agit d'un modèle sport et études. Ça veut dire qu'il faut des bâtiments, des terrains de football dans une seule enceinte. C'est comme ça la vraie académie du football au Cameroun qui devait se mettre en place. Alors, Paul Biya, sur le tas, comme à son habitude, a songé donc d'abord à mettre la charrue avant les bœufs. On a nommé les gens au passage pour récompenser certains d'entre eux. Comme Issa Ayatou, il fallait bien qu'il puisse trouver un poste. Hier donc, M. Ayatou a voulu donner du contenu à cette affaire. Alors, première mesure désormais pour être admis à l'académie, la NAFOOT, il va falloir être d'abord sélectionné dans les poules régionaux qui seront mis en place, mais on ne sait par quel moyen. Est-ce que la DTN va être associée? On ne sait pas, on ne nous a rien dit. Bon, maintenant, l'académie elle-même va fonctionner où? Est-ce qu'il y aura des bâtiments? Les enfants qui seront admis seront inscrits dans quelles écoles? Est-ce qu'on va les laisser vadrouiller dans des écoles classiques et revenir faire les entraînements? Là est toute la question et tous les noms dits. Mais en attendant, on a tablé sur les salaires, les émoluments de tout le personnel, voilà, qui devra être bien rémunéré parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais en attendant aussi, sachez que les enfants admis devront payer 50 000 francs, 10 000 francs de frais d'inscription et 40 000 francs de frais de fonctionnement. Voilà, on va un peu plus vite avant de bien s'organiser par rapport à ce qui se fait appeler ANAFOOT. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.